Émission 711. Cette semaine, Val, en direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Benoît Mercier au micro et cette semaine, chanteur unique dont les membres ont le plaisir de vous rappeler que 2022, c'est dans 4 mois. Je vous les présente à l'instant. La première à regarder TikTok au moins 3-4 fois. L'ensemble de TikTok. Une brise bois. À chaque fois que je te demande de quoi, tu l'as déjà vu. Là. C'est vraiment fatigant. Que je vais aux toilettes souvent. C'est comme ça que tu optimises ton temps aux toilettes? Oui. Bon, c'est un truc de maman, ça, j'imagine, de jeune maman. Ben oui, il faut être caché pour avoir du temps libre. Ben oui. C'est encore vrai à son âge. Là, Bastien est rendu à 14 ans. J'imagine que ça doit être plus simple d'avoir une certaine liberté ou c'est aussi demandant? Non, c'est pas aussi demandant. Des fois, j'oublie qu'il est là. C'est peut-être pas une bonne chose. Oublie pas de le nourrir, par contre. Mais à date, c'est pas pire. 14 ans, t'as pas oublié. Il y a des pizzas pochettes. Il peut survivre pendant une couple de mois là-dessus. On va être rejoint par notre ami Laurent Boutin tout à l'heure qui termine son cadre de travail chez Planète BD. Mais juste avant, on va recevoir pour la première fois au Mystérieux Étonnant une critique cinéma, une programmatrice pour le festival Fantasia et mon ancienne collègue du Fantasia Talk Show, Justine Smith. Salut Justine! Salut, merci pour m'avoir. Ben oui, mais là, c'est ça, j'ai réalisé que cette année, j'ai invité Rupert, que j'avais pas invité les autres années dans l'émission. C'est pas que je vous aime pas, j'avais juste pas pensé à ça. Puis là, je me dis, non, là, cette année, j'invite des nouveaux programmateurs, des nouvelles programmatrices qui travaillent pour le Festival Fantasia, avec qui, vous savez, les gens à la maison, on a une relation d'amour. J'aime beaucoup le festival. En espérant l'année prochaine qu'on va pouvoir ramener le talk show, ça serait vraiment cool. On va croiser les doigts pour 2022. Ça s'en vient dans 4 mois, je vous le rappelle. Mais on va pouvoir parler de films programmés par Justine et on va commencer avec le premier, d'ailleurs, qui a une projection ce soir. Et là, comme tu nous as dit, Justine, c'est One Time Only. C'est une projection virtuelle, c'est à 21h30. Donc, pour les gens qui écoutent en direct en ce moment, vous avez le temps d'acheter vos billets parce que ça ne va pas concorder avec les Mystérieux Étonnants. Vous allez avoir amplement de temps pour pouvoir acheter des billets. On parle d'une projection d'un film de 89, Dr. Caligari, présentation spéciale. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que de ce que j'ai vu, et vous seriez peut-être surpris à la maison d'apprendre que je suis un petit peu prude, ça a l'air très sexu. Sexu, lubrique, expérimental, fucked up. Genre, c'est des qualificatifs que j'en retire. Oui, mais le réalisateur, Steven Saadian, il a commencé son carrière comme photographe et directeur artistique avec Hustler. Il travaillait avec Larry Flint dans les plus grands jours du journal. Et puis, dans les années 80, il a commencé à faire des films ou travailler sur des films, et c'était tous des films hardcore. Sauf Caligari. Alors, Caligari, c'est vraiment le film le moins sexuel de tout son œuvre. OK. Puis quand tu dis hardcore, il faisait du full-fledged porn? Oui, Penetration. Oui, c'était des films qui ont été créés soit directement par Hustler ou en association avec eux. Oh, okay. Mais ils sont quand même des films qui sont très bizarres. Ils sont pas nécessairement sexy. C'est des films Café Flash et Night Dreams. Brian De Palma a dit que Night Dreams, c'est un de ses films, ses guilty pleasures préférés. Mais il n'a pas souvenu du titre du film. Mais quand même, il l'adore, apparemment. J'ai vu dans le descriptif que on comparait le film à une genre de réinterprétation de l'expressionniste allemand. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Pour les gens c'est une interprétation du film The Cabinet of Dr. Caligari qui est sorti en 1920. Et ce film en particulier, c'est un film sur un personnage qui a peut-être perdu son lost his mind. OK, peut-être perdu son esprit. Perdu son esprit. Et le film reflète son état qui est pas exactement correct, avec des sets et des designs qui sont extrêmement bizarres. Alors, les rues sont tout croches, les fenêtres sont croches, tout c'est croche. Alors, ce film-là, c'est pas exactement comme un remake direct, mais il prend un peu des idées de prendre
c'est pas réaliste du tout, c'est tout faire sur un plateau, qui sont extrêmement comme avant-garde et créés, comme c'est artificiel. Et c'est aussi sur une histoire d'une personnage qui est peut-être folle ou pas, mais c'est, au lieu d'être une question comme plus générale de la folie, c'est sur le libido et la sexualité. Alors, Mrs. Van Houten a un problème de libido. Et là, elle est projetée dans un monde où les murs ont des bouches, ça a de l'air. Oui, c'est ça. Peut-être. C'est un puppet. C'est marionnette, juste pour toi. Ben, écoute, tu le sais que j'aime les puppets. Puis, d'ailleurs, on va parler d'un film dans pas long où ils mettent en vedette les puppets. Puis quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait « Ce film-là a été créé pour moi. » D'ailleurs, vous allez avoir une masterclass présentée le samedi 21 août avec le réalisateur de Dr. Caligari. Masterclass with the legendary Stephen... Comment tu dis son nom de famille? Sayadian? Sayadian. Sayadian. OK. C'est pas le jeudi parce que... Oh, c'est jeudi 21? Non, samedi 21 août, pardon. Excusez-moi. J'ai mélangé mes dates. Je crois que c'est... OK, peut-être tu as raison. Tu as les dates. Oui, j'ai regardé sur le site 3-4 fois. Sinon, comme après c'est disponible sur YouTube, comme n'importe quand. Oui, et parce que Steven Sayadian a une carrière comme incroyable. Comme j'ai dit, il a, je crois, 20 ans quand il a commencé à travailler pour Hustler. Il a fait presque toutes les photos, toutes les pages couverture et tous les promos, surtout pour les dildos et les sex toys. OK, ça, c'est why notre not? spécialité parce que beaucoup de publicités ne voulaient pas mettre leur publicité dans Hustler parce que c'est très hardcore, mais aussi c'est très leftiste en politique, comme c'est Larry Flint, bien sûr, était pro-abortion. Il était comme très passionné des droits, d'avoir le vote pour les gens qui sont marginalisés. Alors, il était comme très investi dans les politiques. Et ça, c'était encore plus de raisons pour pas... C'est drôle hein, que ce soit ça qui make the cut. T'sais, les dildos, ça va. Le hardcore sex, ça va. Mais les droits humains, oh non. Ça, c'est la limite. C'est exactement ça. Alors, ils ont commencé à vendre des sex toys. Et ça, c'est où ils ont fait la plupart de leur argent. Et après pour le masterclass, on disait que c'était le samedi 21, 17h, mais ça va être disponible sur YouTube, mais l'entrevue a déjà été réalisée. C'est ça que tu m'expliquais avant l'émission. C'est ça, parce que il est quelqu'un qui a une carrière qui est très ancrée dans la photographie et les images, et des images qui sont tellement distinctes que on a créé vraiment un montage qui donne une grande impression de sa carrière et son évolution comme un artiste. Il travaille encore. Il a récemment fait un projet sur David Lynch. Il travaille avec Criterion Channel. Et la seule raison, c'est un peu tragique, mais c'est aussi comme inspirant. Après Caligari, quelques années plus tard, il travaille sur une émission comme un production designer. Et il est allé faire le physique. Ouais, son espèce de check-up annuel. Son check-up annuel, et ils ont dit, tu vas mourir en 3 mois. Oh my God. Là, c'est maintenant, genre? Ça c'était en 95, 96. Il avait un problème de foie. Et il m'a dit, la dernière fois que je lui ai parlé, c'était 14 années du jour où il a fait son transplant. Wow. Alors, c'est vraiment une histoire un peu tragique, de façon que c'était vraiment, sa carrière était coupée comme très fortement à cause des problèmes de santé. Mais maintenant, comme il est en excellente santé, il travaille fréquemment, il a beaucoup de passion, il veut travailler sur un autre film. Il a aussi beaucoup les mêmes collaborateurs, même de ces années, parce que lui, honnêtement, il est tellement gentil, tellement passionné, il a des histoires incroyables, des histoires sur Frank Zappa, Larry Flint. Wow. Il a travaillé avec Frank Zappa aussi. Vraiment comme, c'est quelqu'un qui était investi avec tout le monde, il a vraiment comme beaucoup d'histoires juste incroyables, juste un homme incroyable. Génial. Donc, on va regarder ça sur le YouTube de Fantasia. Sinon, on parlait de Puppet il y a quelques instants, et les gens qui écoutent les Mystérieux Étonnants, vous savez que je suis un grand fan de Muppets. Et là, on n'est pas dans la zone des Muppets, mais pas du tout. En croire la bande-annonce, une première québécoise, et c'est disponible sur demande, de Frank and Z. J'en avais entendu beaucoup parler. On est dans le... C'est si drôle parce que le descriptif du film le décrit comme étant le film le plus gore de cette année à Fantasia, mais en même temps, c'est de la feutrine. Est-ce que Puppet Jake est dedans?
Popedjic n'est pas dedans, malheureusement. Il aurait dû se faire caster dans son... Ça aurait été hot, ça, que Popedjic se fasse caster dans Frank et Z. Mais, ouais, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu, Justine? C'est un film de Jesse Blanchard. Oui, c'est vraiment un film de zombies avec des marionnettes. C'est très drôle, c'est beaucoup de sang. J'ai parlé avec les réalisateurs avant le festival et ils avaient un but. Tous les effets spéciaux sont pratiques. Oui. Et puis, deuxièmement, il avait un but de absolument détruire tous les marionnettes en fin de film. Alors, maintenant, il a comme presque rien qui reste parce qu'ils ont vraiment quand ils ont dit tuer les puppets, ils ont vraiment tué les puppets. Est-ce qu'il t'a parlé est-ce qu'il était inspiré par Jim Henson ou la Jim Henson Company ou ce genre de sujet qui Honnêtement, il m'a pas expliqué comme la raison qu'il était intéressé avec des marionnettes. C'est seulement qu'il m'a dit c'était le plus facile quand tu n'as pas d'argent. Et moi, pour moi, c'est comme un approach qui est bizarre. Je sais pas exactement comme son histoire de cette façon. J'ai demandé des questions, mais c'était comme un peu vague, un peu mystérieux. Ça a beaucoup de travail, quand même. Ils ont l'air d'être particulièrement appliqués. Puis, dans l'abondance, ce qui m'étonnait, je veux dire, des films comme The Labyrinth ou les Mopettes, Christmas Carol, tous les films des Mopettes des années 80. Ouais, non, ça compte pas, là, mais ce que je voulais dire, c'est que je l'ai aimé, cet épisode-là, en passant. Je sais exactement à quoi tu parles, là. C'est que non, c'était des beaux films, mais je trouve qu'il y a comme une attention à la photo, particulièrement dans Frank and Z, de ce que j'en ai vu, qui est franchement hallucinante. Tu vois qu'ils ont beaucoup joué avec les atmosphères de couleurs, puis tu parlais des effets pratiques, puis ça paraît, là. Il y a une attention très particulière au jeu de photographie. Oui, et il y a beaucoup de mouvements de caméra, qu'est-ce qui est absolument difficile à faire quand c'est des puppets parce qu'il y a des gens qui sont en arrière. Alors, quand ils bougent la caméra, c'est aussi des gens qui font comme des acrobates et qui doivent toujours avoir comme des questions. Il m'a comme montré tous ces storyboards. Ils sont tellement compliqués juste parce qu'il doit faire attention à pas laisser les gens être dans la scène. Et quand un personnage bouge, il y a quelqu'un d'autre et la caméra qui bouge. C'était quelque chose qui est tellement compliqué et c'est comme quelqu'un qui a un passion pour compliquer sa vie. On a tous un peu cette passion-là, j'ai l'impression. Oui, mais pour lui, c'est comme ça lui excite un peu. Il dit, bon, on a fait quelque chose comme, il a expliqué comme une histoire d'araignée qui vient du plafond. Il dit, OK, on a une araignée qui tombe. OK, ça c'est beau, mais qu'est-ce qui arrive si l'araignée c'est aussi un Muppet? Qu'est-ce qu'on fait si c'est un Muppet et il y a quelque chose d'autre qui arrive? Qu'est-ce qu'on fait si c'est un Muppet, il bouge et une autre araignée, la caméra qui bouge? Et c'est toujours comme des petits défis qu'il a mis pour le faire que chaque moment du film c'est comme un autre niveau. Très, très complexe, mais très, très génial. Allez jeter un coup d'œil à la bande-annonce. Je pense que vous allez être convaincus. Puis comme je l'ai mentionné, c'est sur demande, donc c'est disponible jusqu'à la fin du festival qui est le 25 août prochain. Frank and Z à écouter. Le prochain, je trouve intéressant, c'est Beyond the Infinite 2 Minutes. Première nord-américaine. Ça va être disponible sur demande, donc sur la plateforme de Fantasia. On joue avec le principe du paradoxe temporel ou de la boucle temporelle, mais cette fois-ci, c'est pas quelqu'un qui vient de 35 ans, 50 ans, 100 ans dans le futur, mais bien 2 minutes dans le futur. Et ce que je trouvais intéressant également, selon le descriptif de la page, on nous explique que c'est une troupe de théâtre qui a mis de l'avant leur premier film et c'est tourné entièrement sur iPhone. Oui, c'est tourné sur iPhone. Ça paraît pas trop. C'est comme c'est évident, mais ils utilisent beaucoup comme la façon où ils travaillent avec le time travel, c'est beaucoup avec les ordinateurs et les téléphones. Alors comme la première fois, c'est comme juste au début du film qu'il réalise qu'il y a un time loop. C'est le fait que son ordinateur lui parle et dit « Moi, je suis toi, mais je suis 2 minutes dans le futur. » Alors c'est absurde. C'est absurde, mais c'est très drôle. C'est très, très fun. C'est comme... C'est que les gens tombent un peu ils sont prisonniers un peu de cette boucle-là. Comment tu peux... Fait que est-ce que tu vas voir le monde faire le message en arrière ou dans le futur? Hey, je suis toi 2 minutes dans le futur? Je sais pas ce que je veux dire.
c'est un peu... Je suis pas nécessairement... Je suis pas sûre que je comprends, mais je pense que tu comprends. Est-ce qu'ils vont se voir? Est-ce qu'il y a un comme... Tu peux rencontrer soi-même? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un paradoxe qui peut se créer? Genre? Non, pas nécessairement, mais il joue beaucoup avec des autres paradoxes parce que quand il y a des moments où il réalise, il y a des façons de comme... faire comme... devenir plus que 2 minutes, on va dire. Okay. Alors, il y a comme des petits jeux avec le temps et aussi parce que c'est quelque chose qui est très drôle et très réflexif. Mm-hmm. Il parle dans le scénario et les acteurs parlent vraiment que des paradoxes. Alors, c'est comme, est-ce que ça fait pas du sens? Parfois, ils disent des choses comme ça. Ah, c'est illogique ou quoi, ou ils parlent des autres films de time travel et tout ça. Alors, c'est très self-aware. Comme les discussions qu'on pourrait avoir là, autour d'un film de Back to the Future ou de Voyage temporel, ou tout le temps les mêmes questions qui reviennent, là, qu'on remet sur la table. Fait qu'ils sont très conscients de l'aspect ridicule de la chose. Génial. Puis on va finir avec le dernier, mais non le moindre. Un bloc de 8 courts-métrages qui vient du Canada, de l'Espagne, des États-Unis, la Suède, la France et l'Italie. Born of a Woman 2021. C'est une sélection, donc, comme je l'ai dit, de courts. Il y a 2 représentations pour ce bloc-là, le mardi 17 août à 21h30 et le jeudi 19 août à 9h. Donc, c'est une mission que le festival s'est donnée depuis quelques années, donc de mettre de l'avant des visions d'autrices, de réalisatrices qui font dans le genre. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce bloc-là? Parce qu'il y a beaucoup de courts-métrages, comme je l'ai mentionné, 8 au total. Là. J'imagine que c'est assez diversifié. Là. Oui, c'est ça. Mais en général, je trouve que on parlait avant que tu as écouté beaucoup de films de courts-métrages, de Fantasia. Oui. En général, je trouve que Fantasia a vraiment comme un bon sélection de cours. Mm-hmm. En général, c'est quelque chose qui est très fort, ils sont très intéressants et très subversifs. The Born of Women block, c'est juste un que j'aime beaucoup. Je trouve que tous sont bons. Et ce que je trouve qui est très intéressant avec ce bloc en général, c'est que c'est beaucoup de cinéastes et de réalisatrices qui c'est leur big break, un grand film qui fait beaucoup de tours des autres festivals. Et après, quelques ans plus tard, on voit leur premier long métrage. Et on dit, j'ai vu leur film à Fantasia, en Born of Women. L'année passée, le film Relic. Je sais pas si les gens l'ont vu ou non, mais... pas de mon côté, mais non. Mais... Le court-métrage de Natalie Erika James a joué à Born of Women, je crois, 2 ans d'avance. Et alors, ce court-métrage est devenu Relic. Le nom a changé, je me souviens plus le nom original. Il y a aussi Alice Waddington, elle aussi avait un court-métrage dans cette section. 2 ans plus tard, elle est sortie avec Paradise Hills. Et cette année, les histoires, il y a beaucoup plus de diversité, il y a beaucoup de visions qui sont originales, des expériences qui ne sont pas nécessairement vues normalement. Mm-hmm. Par exemple, c'est She Whistles. C'est réalisé par une femme autochtone. Et c'est une histoire que une jeune femme autochtone qui va dans un taxi et le conduiseur de taxi est peut-être pas si gentil, mais il y a beaucoup de mythologie, mais c'est aussi comme un thriller qui est très classique d'une autre façon. Alors, c'est un beau mélange de quelque chose qui est très contemporain, mais quelque chose qui avait des aspects très mythiques. Et en général, comme chaque film a vraiment une histoire complètement différente, des images différentes, je trouve que c'est comme quelque chose qui est très intéressant, surtout pour des gens qui veulent découvrir quelque chose complètement de nouveau. Génial. Donc, je vais rappeler les films et le bloc de court-métrage dont on vient de parler. Dr. Caligari de 89 qui est en présentation ce soir, 21h30. Donc, vous avez le temps encore d'aller acheter des billets. Les Mystérieux Étonnants seront terminés depuis un bon bout de temps, donc il n'y a pas de problème. Suivez votre écoute du masterclass qui sera disponible bientôt sur le YouTube de Fantasia. Et bien sûr, Frank et Z, première québécoise, qui va être disponible, qui est encore en fait disponible en ce moment même sur le site sur demande. Beyond the Infinite 2 Minutes, sur demande également, le film de Time Loop. Moi, j'aime bien ce genre d'histoire-là. Je suis un grand fan de le jour de la marmotte. Là. C'est pas exactement, on n'est pas du tout dans la même zone, là, mais j'aime les idées de time travel. Donc, et le bloc de court-métrage disponible le mardi 17 août, donc ça c'est demain, 21h30, et le jeudi 19 août. Donc, Born of a Woman 2021. C'était Justine Smith. Merci, Justine, d'être passée. En espérant te voir bientôt. Et où est-ce que les gens peuvent te lire? Parce que je sais que tu es
partout. Tu as un Twitter, tu as un Instagram. Et je voulais plugger absolument l'Instagram de ton petit chien qui est le chien le plus fucking cute ever. Oui. Luna de... C'est comment... Luna de... Pas Luna de Frenchie. Je crois que c'est Luna. Oui, je crois que c'est Luna de Frenchie, mais il y a beaucoup de Luna et beaucoup de qui sont des Frenchies. Oui. Laisse-moi le trouver. Attends. Oui, c'est Luna underscore le underscore Frenchie avec deux E. OK, parfait. Mais toi, on peut te lire sur Twitter, t'es sur Instagram, oui, t'écris des critiques partout. Oui, c'est souvent @Red Room Rantings. C'est mon sur Twitter et Instagram. Alors, si tu peux trouver Luna, du Luna, si tu veux trouver de mon compte. Génial. Merci beaucoup d'être passé, puis on se reparle bientôt. Merci beaucoup. Bye bye, Justine. Bye. À la prochaine. Bye. Salut, Marie-Lune. Hello! Hello. Ah bon, écoute, juste Après mon petit hiatus de 2 semaines. Ben, c'est ça, j'allais dire. Ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vus. Dans la vraie vie, on s'est vus. On est allé sur ton balcon, oui, mais dans... comme on disait, on a sauvé le chat de mon voisin, un raccoon. Il se passe beaucoup de choses dans Villeray. Oui, il y a bien des affaires qui se passent dans... Surtout, moins sur ta rue que sur la mienne, je te dirais. Là. Il y a beaucoup d'actions. Les gens aiment beaucoup passer en auto de la musique très forte sur Villeray. T'arrêtes pas d'être jaloux de ma rue. ta rue est très tranquille. Je pense que j'aimerais bien changer. Peut-être si je m'en vais un jour. Peut-être un jour. Ouais, mais là, je te souhaite pas. Là, si tu t'en vas du quartier, je vais me retrouver tout seul ici dans le coin. Là. J'aimerais rester ici, mais j'aimerais bien habiter avec mon amoureux. Ah, oui, je te comprends. Je prends le temps de aussi saluer les gens qui nous écoutent en direct. On est sur YouTube, Facebook, Twitch le lundi, mais le podcast, en fait, le show est disponible en podcast le soir même. Merci de nous écouter live. Je vois que Justine a quitté la caméra, mais je vais juste l'enlever parce qu'elle est encore là, cachée. Voilà. Je viens de l'enlever définitivement. Je voulais dire que, est-ce que tu avais terminé? Je voulais juste touler mon fils qui... You little. Il n'y a pas longtemps, c'était la fête de mon fils et on a fait des activités, on a fait des trucs, mais le vendredi, lui et moi, normalement, on se commande la pizza pour on écoute des films. Et là, c'était le vendredi de sa fête. J'ai dit, bon, mais ce soir, tu décides de ce qu'on va écouter. Je peux pas m'obstiner. C'est toi le chef. Qu'est-ce qu'on écoute? Et mon fils... Elle dit, OK, bon, on va écouter The Mandalorian de bord. Bravo, Bastien. Il se trouvait drôle. J'étais comme... mais comment il a su ça? Lui, tu as compté ça? Non, j'ai rien fait. Un peu, mais tu sais, il sait que je m'obstine un petit peu tout ça. Puis j'étais comme, est-ce que Ben t'a écrit, là? Qu'est-ce qui se passe? Je te jure, j'ai rien à voir là-dedans. Mais vous serez déçus que je ne l'ai pas écouté, finalement. C'était une blague, mais j'étais comme, Caroline. You clever. Mais il sait qu'il a le pouvoir de t'influencer. Qui était comme, oui, t'as pas le choix, j'ai le pouvoir. OK, écoute de Mandalorian. Pourquoi ton cerveau est allé là? C'était très cute. Finalement, on écoutait Lucifer. Mais, bon. C'est bon, ça, Lucifer? Moi, je trouve pas ça... Je trouve pas ça super. Ça ressemble un peu à Castle. Je sais pas si t'as écouté Castle, qui est comme... c'est un auteur qui devient un peu consultant policier, mais qui est vraiment cocky. C'est Nathan Fillion. Je l'aime bien, mais c'est cheap un peu. C'est le côté micro-ondes de la télé, peut-être. Tu sais, la télé qui n'est pas de HBO ou de... Ouais, mais apparemment, après 2 saisons ou 3, je pense, c'est Netflix qui a produit. Puis là, Bastien n'a pas dit non, mais ça va être moins cheap après. Mais c'est très de base. Je devine tout le temps, ça l'énerve. Peut-être que je vais réussir à m'en tirer puis l'écouter parce que je suis comme, il va faire ça. C'est pour ça. Puis là, je tombe dessus puis il est comme, comment tu le sais? C'est des formules. C'est un peu... l'écriture est très simpliste. Comment c'est filmé aussi, c'est des gros... C'est à LA, donc tout est ultra saturé. Il est coquille. Du orange partout. Là. Oui, tu sais, je suis correcte avec les plot holes parce que c'est du policier et du religieux biblique. Donc, t'es comme du religieux? In or you're out. Mais oui, il s'appelle Lucifer. Ah, OK, excuse-moi, je pense on revient à Lucifer. Excuse-moi, je pense qu'on était Nathan Fillion et biblique. Dans Buffy, oui. Oui, c'est vrai, il a un habit curé. C'est un des méchants qui me fait le plus peur. Qui est chilling. Mais ça, dans Lucifer, c'est ça. Oui. Good. Mais c'est ça. Donc, c'est un genre de castle biblique, cheap. Tu sais, je sais que je comprends que il y a un club, il y a des danseuses.
Des choses qui ont très mal vieilli. Ouais. Donc, c'est ça, mais mon fils aime ça, sa sonnerie, c'est ça. Puis je suis comme, il voudrait avoir... Je pense que c'est pour ça qu'il voudrait avoir des soupes, des cravates. Je suis comme, c'est quoi ces valeurs-là? Mais il le trouve cool, fait que ça va. Mais c'est divertissant. C'est juste que... Tu veux écouter ça ou tu veux écouter The Mandalorian? Faut que je choisisse ton combat, rendu là. C'est... Faut que je choisisse entre un des deux. Mais j'ai pas choisi influencé. De réécouter Grey's Anatomy pour la 20e fois. C'est ce que j'ai choisi. Ouais. Est-ce que tu veux commencer les nouvelles cette semaine ou tu veux que j'y aille? Je peux y aller parce que j'ai une mini-nouvelle et on a un auditeur qui a demandé si on allait parler de Star Trek. J'ai une nouvelle de Star Trek. Ah, OK. Ben, tu me surprends. Moi, absolument, c'est moi qui gosse. Juste pour toi, je l'ai vu. Je cherchais. En fait, c'est la NASA et Star Trek. Je cherchais des nouvelles de Space News, NASA. Elle avait un truc avec Star Trek. Je fais comme. OK, Ben, d'accord. J'ai une nouvelle avec Star Trek. La NASA, ils font souvent des événements sur leur site, des événements live. Donc, ils ont des lancements, tout ça. Des fois, ils nous montrent un peu le behind the scenes, mais des fois, c'est des entrevues aussi avec des gens qui sont allés dans l'espace, avec des spécialistes, avec des scientifiques. Et là, le jeudi 19 août à 2h Easter Time, 2h p.m. Easter Time, ils ont une journée pour célébrer Gene Roddenberry. Oh. Donc, le créateur de Star Trek, pour les gens qui est le créateur de Star Trek, parce que, évidemment, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui trippent sur l'espace, plein de gens qui travaillent à la NASA qui trippent sur Star Trek. C'est correct, on les aime quand même. Ben oui, il faut. Et c'est un live, c'est une discussion live avec Rod Roddenberry, qui est le fils de Gene Roddenberry. J'ai pas réussi, il n'y avait pas beaucoup d'informations, mais il est aussi scientifique, qui travaille aussi avec beaucoup le legacy de son père. Et il va aussi y avoir Johnny Kim, qui est un ancien astronaute américain, et George Takei. George Takei. J'ai toujours de la difficulté. De Star Trek. Donc, ils vont parler de comment Gene Roddenberry a parlé de l'avenir de la conquête spatiale, comment est-ce qu'il a été un précurseur, comment est-ce qu'il a vu dans l'avenir un peu, comment ça nous a peut-être influencé aussi pour la... Oui, mais ça a influencé beaucoup d'ingénieurs, Star Trek. Toutes les séries... Ouais, comment ça a poussé les gens? Absolument. Imagine un futur qui était le meilleur que celui qu'on a en ce moment. Puis, je sais, c'était des années 60. Fait qu'imagine aujourd'hui, Patron en casquette. Mais, ouais, OK. Intéressant. Est-ce que ça existe sûrement, je devrais faire mes propres recherches, mais des livres ou des médias qui comparent un peu justement comment est-ce que Star Trek a influencé la conquête de l'espace, la science? C'est pas rare qu'on voit des ingénieurs ou des gens qui ont travaillé pour la NASA qui... Parce que c'est pas la première fois que ce genre d'événement-là a lieu ou des événements qui sont similaires. Donc, tu vas avoir un ingénieur ou quelqu'un qui a travaillé au niveau de l'administration de la NASA qui va dire à un acteur dans Star Trek que Star Trek m'a influencé à vouloir étudier l'ingénierie, m'a influencé à vouloir étudier, je sais pas, ma astrophysique ou... Bon, il y a plein... C'est une série pour... Je veux dire de quoi qui a l'air péjoratif, mais ça ne l'est pas, là. C'est une série dirigée pour les nerds. Et les nerds font quoi? In a good way. Oui. Ben, ils étudient. Puis ils essayent certains nerds ont poussé leur étude en fonction de Star Trek. Il y avait une série aussi, ou influencée par Star Trek plutôt. Il y a une série qui existait dans le temps qui s'appelait How William Shatner Influenced the World. Il me semble que c'est le titre. C'est une série animée par William Shatner. Je crois qu'il y a eu simplement une saison où c'est lui qui... Puis il ramène ça à lui, mais c'est pas lui. Là. C'est aussi les auteurs et les gens qui ont imaginé la série de Star Trek. Comment des gadgets dans Star Trek ont influencé la création d'objets ou comment un épisode de Star Trek a influencé quelqu'un à inventer quelque chose qui n'existait pas auparavant. Puis il y a sûrement des livres là-dessus, mais c'est un sujet qui couvre beaucoup. Je sais que les gens qui ont trippé beaucoup sur TNG, donc The Next Generation, ça a influencé une nouvelle génération. J'arrête pas de le dire, là, mais d'ingénieurs qui ont juste essayé de pousser la science plus loin. Fait que c'est pas rare là, quand tu vois un Q&A des acteurs de Star Trek, ça fait partie des témoignages qu'on entend. C'est quand même très intéressant. Peut-être lire un livre sur ça, peut-être que je serais plus down. Je serais ouverte à ça. Oui, parce qu'il n'y a pas les costumes lettres.
Hey, attention. Il y en a des très beaux costumes. Il y en a qui sont moins beaux, là, mais absolument, sont pas pires. OK, moi, j'ai un petit truc en attendant notre ami Laurent Boutin. Je voulais parler d'une nouvelle concernant la bande dessinée américaine. Il y a eu une grosse annonce aujourd'hui. Bien content que l'annonce a été faite avant le show. Comme ça, on va pouvoir en parler tout à l'heure, mais je vais l'attendre parce que je pense que Laurent a lu beaucoup de l'auteur dont il est question. Mais juste avant, je vais faire une nouvelle concernant Batman The Animated Series, mais pas vraiment en même temps. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Batman The Animated Series, c'est considéré comme un classique de l'animation à la télévision. J'en ai souvent parlé dans le cadre des Mystérieux Étonnants. Je crois que Simon, Jake et moi l'avons écouté jeune. Ça a marqué beaucoup d'auteurs. Et regarde, on est 20 quelques années plus tard et on en parle encore comme étant une série fondatrice du mythe de Batman. Je crois que ça a été un peu le gateway drug de plusieurs personnes pour le personnage quand ils étaient plus jeunes. Et il y a quelques années, la série a eu droit à un traitement d'une sortie haute résolution. Donc, l'intégrale de la série Batman The Animated Series existe depuis longtemps. Et maintenant, c'est au tour de sa série sœur qu'on connaît peut-être un peu moins, qui est Superman The Animated Series, qui a duré un petit peu moins longtemps, mais que ça fait un bout de temps que les gens voulaient voir collectionner en un coffret. Donc, ça s'en vient. Il va y avoir une intégrale comprenant les 54 épisodes de la série, en sortie, bien sûr, Blu-ray avec du contenu supplémentaire et un documentaire avec les principaux producteurs exécutifs de la série. Donc, on parle bien sûr du légendaire Bruce Timm, qui a parrainé tous ces projets-là, Paul Dini et Alan Burnett, pardon. Ça va être disponible pour le montant de 69,99 US et ça sera disponible très drôle. Disponible à partir du 12 octobre prochain. Donc environ 500$ canadiens. Bien intéressant. Ça faisait longtemps qu'on voulait une sortie en bonne et due forme de la série. Est-ce que c'était parallèlement à la série sur Batman? Est-ce que c'était dans la même période de temps? Dans les dernières saisons, oui, mais pas en même temps. Batman The Animated Series a roulé pendant un certain temps avant qu'on commence à rajouter des personnages autres que Batman. Même les personnages qui font absolument partie de la Bat Family se sont rajoutés au fur et à mesure que la série a commencé à progresser, puis on a développé le canon. À un moment donné, s'est joint la Superman Animated Series, puis je crois que pour un certain temps, les deux étaient diffusés à la télé en parallèle. Elle a duré moins longtemps. C'est un autre traitement. Là. On s'entend que c'est beaucoup comme plus lumineux. Ouais, comme Buffy et Angel. Ouais, la meilleure métaphore que tu pourrais avoir. Mais après ça a été suivi par Justice League puis Justice League Unlimited. Donc, l'univers, ce qu'on appelle le Bruce Timmverse, a grossi. Bruce Timm, qui était un des producteurs exécutifs de tous ces projets-là, et auquel on fait encore référence aujourd'hui, c'est comme rendu un standard. Bien, vous allez pouvoir mettre la main sur cette série-là dans pas long. Puis comme on est dans l'animation, ou plutôt le dessin animé, je prends le temps de vous diriger vers une bande-annonce qui est sortie la semaine dernière, qui s'appelle Night of the Animated Dead. Bien sûr basé sur le film de 68 de George A. Romero, classique de l'horreur qui est un peu le mythe fondateur de tous les films de zombies et produits dérivés de zombies qui existent depuis ce temps-là. Ben, le film, pour des raisons que vous savez sûrement à la maison, est en libre de droit, donc il y a différentes sorties qui existent, que vous pouvez mettre la main dessus et vous procurer. Et là, une équipe a décidé de refaire le film en reprenant des scènes et le faisant d'un genre de vieux style d'animation qui fait penser un peu au dessin animé des années 60. C'est un peu stiff là, comme style, là, ça va pas plaire à tout le monde. On est loin de l'animation de synthèse du dernier Spider-Man avec Miles Morales, là, où c'était extrêmement stylisé et fluide. Mais c'est assez intéressant, surtout si vous êtes grand fan de Romero et de zombies. Ça va être disponible en version numérique à partir du 21 septembre prochain et en DVD et en Blu-ray le 5 octobre prochain. Mais ça doit bien se prêter aux comics, oui, parce que Romero, c'est un fan de bande dessinée aussi. Ses films sont très cartoony aussi. Je peux pas répondre. Je connais très peu de choses sur Romero. Je sais que je l'ai interviewé il y a très longtemps au Comic-Con. Il est un bonhomme très sympathique, mais je peux pas dire ce qui a été ses influences. J'ai pas suivi sa carrière. Je suis pas un grand fan d'horreur. Peut-être que Simon aurait pu répondre à la question. Mais ce film qui a souvent été traité, puis bon... Écoute, ça fait des années qu'il est dans le canon puis dans la culture populaire. Là, d'en revoir un traitement animé, c'est quand même assez intéressant comme proposition. Il y a un podcast de True Crime, évidemment, que j'écoute, que j'adore, qui s'appelle Morbid. Mm-hmm. C'est deux sœurs
dont une fait des autopsies et l'autre est coiffeuse, qui font, c'est des trucs de true crime, il y a beaucoup les choses très witchy ou des old-timey meurtres ou des trucs comme ça. Ils ont fait une entrevue avec Romero et que je trouvais très intéressante parce que c'est des filles qui font beaucoup de recherches, mais c'est pas des spécialistes, c'est juste des fans d'horreur et de tout ce qui est morbide. Et l'interview, c'est très, très, très relax. Puis tu vois qu'il se laisse aller, il va dans le personnel, mais tu sais, c'est pas guindé ou il essaie pas de diriger vers son enfance ou est-ce que t'es torturé ou, tu sais, on dirait vraiment des amis qui prennent un verre puis qui jasent puis ils parlent de ce qui l'a influencé puis tout ça. Je trouvais ça vraiment très, très intéressant parce que moi non plus, je suis pas une fan d'horreur, mais j'aime quand même ce qu'il fait justement parce que c'est un peu cartoony, all over the top, donc on dirait que c'est moins épeurant. Oui. Et j'aime quand même bien son style de réalisation, donc juste de l'entendre comme ça, puis il parle d'influences qui sont pas du tout reliées à l'horreur ou au true crime, donc je trouvais ça vraiment super intéressant. Donc, si vous voulez voir Morbid. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui le mentionne dans le chat live en ce moment. Lower Decks, la série d'animation de Star Trek, est de retour pour une deuxième saison, est disponible au Canada sur Crave. J'ai écouté le premier épisode. C'est super bon. C'est sûr que Lower Decks, c'est la rencontre entre Rick and Morty et Star Trek. Et il faut connaître un peu Star Trek, je pense, pour l'apprécier à son meilleur. Parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil et de easter eggs au reste du canon de Star Trek. Pas assez sur Deep Space Nine, malheureusement. Deep Space Nine, tout le temps, l'espèce de série boudée par certains fans. Mais ouais, le premier épisode est disponible pour les gens qui s'intéressent. Et moi, à date, je suis conquis. C'est la meilleure chose de Star Trek qui est sortie de Star Trek dans les dernières années. Mais c'est beaucoup du fan service. Donc, c'est pas juste. Je connais pas beaucoup ça. Non, mais je pense qu'on peut apprécier même si t'as pas suivi toutes les séries Star Trek et tu connais pas tous les clins d'œil. Je donne un exemple, par exemple, il y a un échange dans le dernier épisode qui est sorti de la saison 2 où un des personnages principaux dit « Ouais, je sais qu'on n'est pas supposé avoir des conflits interpersonnels, mais puis là, elle commence à s'ostiner avec quelqu'un. » Ben ça, c'est un clin d'œil à ce que Gene Roddenberry voulait pas dans Star Trek The Next Generation. En tant que fan, ça me fait rire parce que je comprends la blague à un deuxième niveau, mais si tu comprends pas cette référence-là, ça va pas nuire à ton échange. Il y a des trucs qui sont plus précis, là, comme des choses qui se passent dans Star Trek qui reviennent souvent, puis c'est presque une blague pour les fans, mais je pense que tu pourrais apprécier même si c'était pas... Non, en fait, c'est une série qui est accessible pour tout le monde. Là. Mais ça peut être très bien fait, tu sais, comme... des Star Wars, mettons, que si tu connais pas tout, puis il y a du fanservice, il y a des easter eggs, puis t'es content de voir les trucs, mais si tu vas juste voir un Star Wars parce que des vaisseaux, puis piou-piou, puis des sables laser, c'est correct aussi. T'sais. Ben, je pense que c'est la manière que les gens ont réussi à naviguer. Quand je dis les gens, je dis les créateurs de contenu aujourd'hui, comment ils ont réussi à naviguer, faire plaisir à une crowd de fidèles à une marque, par exemple, comme Star Trek ou Star Wars, et en même temps, essayer d'attirer la nouvelle audience, parce que, spoilers, on va mourir à un moment donné puis disparaître, puis il faut comme entraîner la nouvelle génération à consommer notre contenu. Ben, c'est... on va se faire enterrer avec. Ouais, non, je pense que ces séries-là vont nous enterrer, vont exister bien longtemps après notre disparition. Ce que je veux dire, c'est du contenu qui vont te récompenser si tu comprends les clins d'œil. Mais si tu les comprends pas, ça va pas nuire à ta lecture. Par exemple, dernier Star Wars qui est sorti, c'est Star Wars. Voyons, Colin. Star Wars The Bad Batch. Mais Star Wars The Bad Batch a une référence de l'ancien canon, puis surtout dans le dernier épisode de la première saison. T'es pas pénalisé parce que t'as pas lu la Tron Trilogy quand t'étais ado dans les années 90, contrairement à moi, puis je l'ai faite. Donc, puis des fois, on comprend, puis on a du fun, mais on se sent un peu, left out aussi. Mais c'est le fun quand tu t'en aperçois juste pas, à part que c'est dans une salle, puis là, tout le monde rit, puis applaudit, puis t'es comme, quoi? C'est la zone, dans laquelle il faut naviguer. Là. C'est donc faire du contenu qui va récompenser les fidèles, puis pas détourner les gens qui sont nouveaux. Mais ça, tu peux pas prévoir ça. C'est difficile. Je pense qu'ils sont habitués aussi. Des no-nerds. Ils nous entendent crier beaucoup pour bien des choses. Pas tant que ça aux Mystérieux Étonnants. Non, pas nous. Non, habituellement, les Mystérieux Étonnants ne crient pas trop. Puis je veux garder ça comme ça, bien franchement. Facile d'être un asshole puis chier sur n'importe quoi. Ça, on a l'impression d'avoir une opinion, mais en fait, t'es juste en train de
chigner ou de plein la bouche pleine. Des fois, c'est le fun de chigner, mais... C'est le fun de chigner, mais je trouve que ça fait beaucoup partie de la culture geek, puis ça m'a tout le temps fait... Non, je pense que... Je parlais de ça justement avec mon amoureux il n'y a pas longtemps, quand t'es pogné pendant 2 heures dans le trafic. Ah oui, c'était ma phobie d'ailleurs. Hein, quand tu m'as conté ça, là, je tirais de balle. Au moins, c'était juste avant le pont-tunnel, puis j'étais comme si on est pogné comme ça dans le temps, je serais pas bien. Mais non, mais c'est ça, on parlait justement que c'est facile de chialer puis d'être négatif, mais que justement, mystérieux, sans vouloir se donner des tapes nous-mêmes dans le dos, qu'on essaye d'aller par-dessus ça puis de voir des points positifs puis de réaliser que pourquoi quelqu'un aimerait ça et à qui ça pourrait plaire, même si ça nous plaît pas à nous et que peut-être que c'est contextuel, peut-être qu'on n'est pas le public cible, peut-être que, tu sais, parce que c'est vrai que c'est facile de dire quelque chose c'est de la merde, puis je sais que je fais ça des fois pour mystérieux, dans la vie, des jokes, là. Mon personnage... Si tu bonif, on l'entend dans le micro en passant. Excusez-moi. Depuis tantôt, Je suis désolée. Je suis allée sur le bord de l'eau. J'ai des sniffles. Mais donc, même si en blague, on peut dire quelque chose c'est de la merde, on n'aime pas ça, on charge sur Star Trek, que quand on a comme une petite responsabilité, quand on passe l'information, quand on ouvre une discussion, de ne pas aller vers le négatif. Et de respecter que quelqu'un d'autre pourrait aimer ça ou de laisser le libre arbitre aux gens de décider s'ils aiment ça ou pas. De dire, c'est de la merde, si vous aimez ça, c'est... Ça, c'est un truc qui a souvent été adressé dans le cadre du show au cours des 15 dernières années, mais peut-être pas directement. Je me souviens plus, là, à un moment donné, ils ont fini par se répéter là, à force de jaser à chaque semaine. Le but n'est pas de dire tout est bon. C'est pas ça le but. Non. Le but n'est pas de dire genre tu dois aimer ça ou tu dois apprécier ça. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'essayer de pas être... de pas être... Parce que... De pas être dans la facilité. Dans la facilité. Puis tout ce qui est négatif a un penchant plus important dans le cerveau. C'est comme ça qu'on a survécu en tant que bébite. C'est en évitant ce qui est négatif ou dangereux. Donc, c'est juste d'essayer d'avoir une question qui est beaucoup plus large que de dire tout est de la merde ou tout est pas bon. Parce que dans ce temps-là, tu as l'air d'avoir une opinion, mais tu es juste en réaction, en fait. Parce qu'on a lu des choses qui n'étaient pas super bonnes. Non, on a juste dit qu'on a essayé. C'était pas bon. On n'a pas bon. Puis on en a fait des blagues. Vampire State Building est le meilleur exemple qui n'arrête pas de revenir depuis une couple de semaines. Qu'est-ce que tu avais d'autre, Marie-Lune, dans tes trucs à toi? J'espère que Laurent est correct. Je le vois pas arriver. Peut-être qu'il... J'espère qu'il n'y a pas une crevaison sur son vélo. Oui, il ne serait pas le premier, mais ça m'est arrivé récemment. J'avais un truc de True Crime encore, parce que c'est le fun, le True Crime. C'est un podcast de True Crime, le 72e que je vais écouter. Des fois, j'oublie que les autres types de podcasts existent, puis j'essaie d'en mettre plus dans le loop, mais ils se font tasser toujours parce que c'est mon feel good. Ouais. Il y a un podcast scripté qui va sortir. J'en écoute pas tant que ça, des podcasts scriptés, parce que j'ai l'impression qu'il faut vraiment que ça soit bien fait, il faut vraiment que ce soit bien écrit. J'écoute celui de Michael Connelly. En fait, un podcast scripté. Michael Connelly a un podcast. Oui, l'auteur de livres policiers, il crée une histoire comme un livre policier, mais en podcast, lu par des acteurs. Et donc, à chaque semaine, tu as une partie. Comme quand il y avait des radios-romans. C'est un peu ça, donc en version podcast. Donc, un podcast scripté, c'est pas une discussion, c'est des gens, il y a des hosts, et c'est de la fiction lue par des acteurs. Et là, c'est de la fiction basée sur des faits réels. Donc, il y a une couche de plus. C'est sur l'histoire de Walter Wanger et John Bennett. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là. En 1951, Walter Wanger, c'était un producer, un réalisateur. Il a fait des films noirs, des films de gangsters. Il a fait Cléopâtre, qui était quand même assez connue. John Bennett aussi était actrice, producer des films noirs, des films de détectives. Et en 1951, Walter Wanger a tué, il a shooté son agent qui s'appelait Jennings Langs, parce qu'il pensait qu'il couchait avec sa femme. Okay. Donc, je ne vous dirai pas si c'est vrai ou pas, ou qu'est-ce qui est passé après. Par contre, c'est John Bennett qui a dû vivre avec le rebond de cette histoire-là, parce que là, elle s'est fait mettre sous les projecteurs de te tromper ton mari. Ah, fait qu'ils l'ont blâmé, elle, parce que, hein, c'est ça? Exactement. Ouais.
Parce que le patriarcat. Parce que, donc, est-ce que tu as trompé ton mari? C'est de sa faute si l'autre est mort? Excusez-moi, mais aucun rapport dans le fait qu'une autre personne a pris la décision de tuer son mari? Non, c'est exactement ça, qui était aussi victime et que, tu sais, elle aussi, je pense que c'était son agent. En fait, c'était un truc comme de couple. Il y avait une production et tout ça. Donc, ça fait beaucoup de remous dans l'histoire du cinéma. Et ça va être joué, donc ça va être lu par Zooey Deschanel, qu'on aime beaucoup, qui a une belle voix, Jon Hamm, qu'on aime beaucoup, et comme on disait tantôt, ça ferait des beaux bébés. Ça ferait des très beaux bébés, oui. Il y a du bon gène là-dedans. Avec des cheveux voluptueux. Et le réalisateur va être joué, l'agent va être joué par Griffin Dunne. Et je l'ai googlé, ça s'écrit D-U-N-N-E, et j'étais comme, je l'ai vu quelque part, c'est le professeur dans l'été de mes 11 ans. Donc, son prof avec qui il est en amour. Ouais. Dans My God. Ah oui, c'est cet acteur. Oui. Il a fait sûrement plein d'autres choses pas intéressantes, mais pour moi, c'est le prof dans l'été de mes 11 ans. C'est ça, OK. Ce qui est intéressant, c'est que la série est créée par Karina Longworth, qui a fait You Must Remember This, et par une réalisatrice qui s'appelle Vanessa Hope, qui est la petite fille de ce couple-là. De Warner et Bennett. C'est leur petite fille, est devenue réalisatrice et va réaliser et coécrire la série. C'est présenté par Vanity Fair, donc ils ont quand même pas mal de moyens, donc ça devrait être intéressant. Et les deux femmes vont aussi être les co-hosts du show. Il n'y a pas encore de date de sortie, mais vous pouvez regarder sur... moi, j'ai vu ça sur Geek Tyrant et regarder les nouvelles de Vanity Fair. Donc, ça s'appelle Love is a Crime. Génial. Un podcast. En podcast. Donc, OK, c'est ça. Deux bonnes voix quand même pour incarner les personnages principaux. Oui. On s'entend. Très, très intéressant. Et c'est le fun que, justement, des fois, le podcast, c'est vu comme un sous-média, c'est vu moins important, même si les gens, tu sais, maintenant, il y a des gens très, très connus qui ont des podcasts, mais on dirait que c'est quand même moins connu. Mais là, qui engagent Zooey Deschanel puis Jon Hamm pour un projet comme ça, c'est du haut niveau. Là. Comme disait un ami, Eric Hébert, c'était une question de temps avant que les humoristes apprennent comment utiliser un ordinateur pour faire des podcasts. On y goûte. Ouais, c'est ça. J'ai un petit truc ici qui m'intéresse parce que ça me permet de parler en même temps d'un sujet qui m'intéresse tout autant. C'est Marvel Comics qui va publier dans 1 mois environ une histoire supplémentaire qui va accompagner certains numéros de leur titre. Donc, on parle de Amazing Spider-Man 1900. Numéro 73, Daredevil numéro 34, Excalibur numéro 23, Khazar Lord of the Savage Land numéro 1 et X-Force numéro 23. Donc, c'est une petite histoire qui est écrite et dessinée par Joe Quesada et John Romita Jr. Ça va s'appeler The Four Fives et ça va être le même prix. Donc, même si ces numéros-là vont avoir plus de pages, c'est le même prix que vous les auriez payés en temps régulier. Et pourquoi cette histoire de Four Fives? C'est pour souligner le 20e anniversaire du 11 septembre, qui, oui, ça fait 20 ans bientôt que ça a eu lieu. Ouais, je sais. Souvenez-vous où vous étiez? Moi, je m'en souviens en tabarnouche. Je suis en train de chatter sur MIRC. Moi, j'attendais l'autobus et en arrivant à l'école que je l'ai appris cette journée. C'est une histoire qui, je sais pas comment dire, là, mais c'est une histoire qui me touche beaucoup. Comme n'importe qui a vécu à travers cette journée-là, que vous étiez à New York ou juste à regarder les nouvelles, c'était comme surréel. Et il y avait les 2 frères français qui accompagnaient un Proby à l'époque d'une caserne de pompiers à New York. Puis il en est sorti un documentaire. Et ce documentaire-là, à chaque fois que je le réécoute, me touche beaucoup. Je sais pas pourquoi, c'est qu'on oublie on voit les images, mais on oublie le facteur humain derrière ces histoires-là. Les gens qui étaient pris dans les tours, les gens qui tombaient, les gens qui sautaient, les gens qui sont morts dans les avions. Puis c'est un gros traumatisme qui, je crois... Les pompiers, les premiers répondants. Les premiers répondants, la ville de New York au grand complet qui a perdu à un moment donné quelque chose comme 3000 de leurs concitoyens. Là. C'est énorme. Là. Donc c'est une histoire qui a encore des traces aujourd'hui. On parlait de l'Afghanistan avec ce qui se passe là-bas en ce moment. Résultat direct des tragiques événements du 11 septembre. Donc, à l'époque, Marvel, pour souligner, si vous voulez, pour traiter de cette histoire-là dans la vraie vie, avait publié une petite histoire d'Amazing Spider-Man numéro 36 qui était signée par J. Michael Straczynski, John Romita Jr., et Scott Hanna. Ça avait été publié en 2001, où les personnages du Marvel Universe et même les vilains
assistait les civils à essayer de trouver des survivants dans les décombres du World Trade Center. Donc, le but de cette histoire-là, qui s'appelle maintenant The 4-5, est créé pour faire écho à ce classique de la bande dessinée. Et The 4-5, ce que je trouve intéressant, ça fait référence à une série de 5 coups répétés en séquence de 4 avec des cloches lors de séances de funérailles de pompiers. Donc, ça fait un clin d'œil à ça. Et dans cette histoire-là, on va trouver en fait Captain America et Spider-Man qui se retrouvent à Ground Zero, où maintenant il y a un endroit pour commémorer les gens qui sont disparus, qui ont perdu leur vie lors de ces événements-là. Donc, ça va être disponible le 8 septembre prochain dans les numéros que j'ai mentionnés plus haut, en espérant que ça se retrouve aussi peut-être dans d'autres volumes le collectionner. Ça n'a rien à voir avec les séries dans lesquelles ça se retrouve. Je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé Marvel à les mettre dans ces numéros-là en particulier. Mais, genre, pourquoi maintenant? C'est pour les 20 ans? C'est pour les 20 ans. C'est pour les 20 ans. Et c'est comme je le disais, ça va être signé par Joe Quesada et John Romita Jr. qui avaient signé aussi le dessin de l'histoire de l'époque de Spider-Man. Ça fait que ce soit Captain America pour le patriotisme et New York. Et ça fait que ce soit Captain America avec l'angle patriotisme et le Spider-Man et son New York. Là. C'est sa ville, oui, c'est ça. C'est ça. Puis qui ont des caractères très différents. Donc, je suis comme intriguée de voir l'angle qu'ils vont prendre. Moi, ce qui m'avait plu à l'époque, je l'avais lu, puis cette histoire-là se retrouve dans les Spider-Man de J. Michael Straczynski du début des années 2000, c'est que c'était de bon goût. Et ce que les personnages se disaient, c'était beaucoup un monologue interne de la part de Spider-Man qui n'était pas présent durant l'événement, qui n'a pas pu sauver tout le monde, puis bon. On s'entend, c'est des comics qui ça n'existe pas dans la vraie vie, là, mais... Des grandes responsabilités. Ouais. Et comment je pourrais dire ça? Il reflétait beaucoup ce que les gens pensaient à l'époque, puis comment ils interprétaient les événements. C'était de bon goût, c'était pas mauvais. Puis quelque part, l'industrie du comic, qui d'ailleurs est née à New York, là, avait pas le choix de réagir face à ce qui s'est passé. Là, Laurent est heureusement vivant. Yeah! Salut! Qu'est-ce qui s'est passé, Laurent? Je t'inquiète pour vrai. Je ne sais pas si je vais être là longtemps parce que ma connexion est très peu coopérative aujourd'hui. Ça fait genre une demi-heure que je replugue puis je déplugue tout. C'est pour ça. Moi, j'étais sûr. T'étais chez vous. Okay. Je te voyais mort sur une piste cyclable, tabarnak. Ben oui, mais là, c'est parce que je vous ai écrit, mais... on le voyait pas. Mais t'as pas de connexion. J'ai pas de téléphone, fait que c'est tout le même réseau. Hein. Ah ben tu vois, le message vient de rentrer. Ah ben oui, tu vois. J'arrive là, ma connexion rush en tabaslac. OK. Et voilà. Bon. C'est pour me punir, en fait, parce que... Parce que t'aimes Rock'n'None 2. Non, mais parce que... tu sais, au début de la pandémie, si vous vous rappelez, je faisais plus le show de ma cuisine, puis pour que je puisse m'installer dans mon bureau ici... Benoît, tu m'as trouvé un très très long fil. Pour ne pas dire un crise de long fil. Un crise de long fil qui fait tout mon appart parce que mon routeur est dans la cuisine à l'autre bout et mon bureau est à l'autre extrémité. Puis là, c'est un Christy de long fil. Puis comme quand je suis pas en train de faire le show, je le ramasse pour pas m'enfarger dedans quand je me lève la nuit pour faire pipi. Oui. Sauf que je le ramasse là, puis je suis en train de le plugger tantôt, puis j'étais comme... Notre ami Jason, qui fait les lives avec nous, il m'arracherait la face. Ah, tu le garoches, tu le plies. Est-ce que tu l'as roulé sur ta bras? Non, faut que tu fasses un petit twist. Ben, je suis pas capable. J'ai beau de l'avoir vu faire 1000 fois, j'y arrive pas. À chaque semaine, je suis comme non, cette fois-là, je vais c'est de la magie noire. Je sais, mon amour essaie de me montrer, ça marche pas. Mais là, est-ce que ton fil fonctionne en ce moment? C'est ça qui te donne ta connexion Internet? Oui, mon fil fonctionne. C'était juste, je sais pas, là, il reconnaissait mon routeur et mon signal. C'est juste que le routeur, il avait pas accès à l'Internet. Fouille-moi! Ça ne tentait pas. Ce qui est vraiment drôle, Laurent, puis je dois l'adresser, même si le show est principalement audio, là, c'est que tu as un fil qui bouge dans ta caméra. Ça gosse. Dans ma caméra? Ben oui, c'est comme si tu avais carrément un poêle qui était là, puis... Passe ton doigt dessus, voilà. Regarde, tu le vois pas? Non. Ben oui, je le vois, mais il est encore là. C'est bizarre, ça. Il est encore là. Ça fait comme... Tu sais, des fois, quand dans ton œil, on dirait qu'il y a comme un filament. Tu sais, quelque chose qui se promène, un filament là, dans c'est comme si on me voyait dans le reflet d'une piscine, genre, mais je ne peux l'expliquer. Ben écoute, on va garder l'expérience 100% audio.
Ben, vas-y donc, Laurent, parce que Marilyn et moi, on a déjà commencé amplement les nouvelles. Quoi? Vous m'attendiez pas tout ce temps-là? Ben, on continuait le show, on n'a pas le choix. Life must go on. Hey, c'est vrai que c'est vraiment gossant, mais oui, je sais pas comment l'ôter. Ben, je ferme, je sais pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Veux-tu que je ferme ma caméra? Non. C'est un show audio, les gens écoutent le podcast et il y a ça. On voit ta belle face. Juste vous que ça gosse. C'est correct. Allô? Hey, c'est stressant. Vous rappelez-vous la semaine passée que j'ai parlé d'un film à Fantasia qui s'appelait Frank and Z? Oui, on a reçu Justine Smith en début d'émission qui nous en a parlé. C'est vrai? Oui. Vous as-tu parlé du concours? Non. Non, on ne nous a pas mentionné le concours. Fait que tu peux mentionner le concours. J'ai vu dans l'infolette de Fantasia que la compagnie de production derrière le film, Frank and Z, qui, je le rappelle, était un film de puppet très gore. D'ailleurs, la compagnie s'appelle Puppet Core. Organise un concours. Ben, on dirait que ça a été créé exprès pour toi puis moi. OK. Ou en tout cas pour Crafty Ben. On a jusqu'au 22 août pour faire nos créations. Ils vont faire tirer 3 jouets. J'ai pas compris si c'était des puppets qui venaient du film ou un produit dérivé inspiré du film, mais 3 gagnants le 25, on le saura. Donc, ils vont prendre 3 jours pour décider. Ils appellent ça Franken Cereal. Donc, ils proposent de faire nos propres créations de Frankenstein, donc raboutées de céréales, de bols de céréales ou d'emballage de céréales. Fait que... Yes, Crafty Ben, your time to shine. Non, c'est correct. Je pense que ça va être correct. Non. Comment ça va être correct? Ouais, écoute, je suis en vacances. Je suis en vacances, je peux-tu juste à rien faire? Là? Ça me tente de rien faire. Du craft. Ouais, le craft, c'est ma vie. D'ailleurs, Hubert proposait que Ben, tu devrais te faire une émission de craft et de construction et appeler ça Benadryl. Cadeau. Écoute, de 2 choses, ou 3 choses. De 2 choses. La première, c'est que c'est un très bon nom. Si je pour faire un show de construction, je vais l'utiliser. Au risque de me faire poursuivre par Benadryl, qui est le sirop. De 1. De 2, je suis pas du tout manuel, comme vous le savez. Et de 3, je ne possède pas de drill. Donc récemment, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai reçu des tablettes pour commencer à essayer de me faire un décor aussi chez nous, parce que le mur rouge, ça fait. Là. Et je n'ai pas moyen pour moi de pouvoir les poser tout seul. Il faut que je demande à un de mes amis que non seulement une drill, mais aussi Ben oui, que non seulement une drill, mais les capacités pour essayer de fucker up pour fucker up le mur. Tu mets des chevrons. Oui, mais les chevrons, il faut qu'ils soient alignés. Là. Fuck that. Là. C'est pas vrai que je vais faire ça. Appel à tous. Ouais. Les Patreons, quelqu'un de drill. Mais toi, tu veux-tu rentrer dans le concours, Laurent? Ben, écoute, j'y pense. En fait, j'ai tout ce qu'il faut à la maison, c'est-à-dire des céréales. Do it. Oui, je vais voir ce que je peux faire avec ça. Écoute, je vais proposer. Je me sentirais mal de ne pas le faire. On dirait que c'est fait pour moi. Là. Fait que je vais gosser de quoi. OK. Faisons avec une prochaine. On a déjà fait 2, nous autres, chacun notre bord. Fait que tu vas nous rattraper comme ça. D'accord. J'ai vu que si jamais ça vous tente de chiller avec Arnold Schwarzenegger... Est-ce que ça comprend ces 2 petits... Ben, d'après moi, oui, check ça. Il y a une plateforme de... C'est Poney, oui, c'est ça. De sociofinancement, ça s'appelle Omaze. O-M-A-Z-E. Omaze.com/Arnold. Ils ramassent de l'argent pour donner à des écoles pour faire des programmes parascolaires. Puis là, j'ai pas compris. En fait, là, c'est ça l'affaire. C'est que je pense qu'il faut être résident des États-Unis, malheureusement. Ou en tout cas, quand je checkais tantôt avec pas de VPN, ils ne voulaient pas que j'aille checker. Mais tu peux donner de l'argent, puis hang out avec Arnold chez eux. Il va te faire un barbecue à la maison. Puis le dimanche d'après, il dit qu'on va tous sortir ensemble à Los Angeles dans un gros ranch où ils ont tourné vraiment beaucoup de western, habillés en cowboy, puis genre, je sais pas, jouer au cowboy, avec Arnold. Fait que si jamais c'est de quoi qui vous tente et que vous avez la possibilité d'avoir une adresse aux États-Unis,
Faut que tu mettes le code postal dans notre Wano. Ouais. Ah, c'est ça. Mais, ouais, en tout cas, j'étais comme... Puis là, j'ai checké un peu sur Omaze, puis il y avait plein d'autres qui sont passés, mais c'est genre... fait exploser des affaires avec Arnold, fait telle affaire avec Arnold. Je sais pas, il y a du temps lousse, puis il donne de l'argent aux écoles, puis il chill avec des fans. Je trouve ça cute. Oh, mais est-ce que tu connais la cause? Parce qu'Omaze, en fait, c'est un site qui organise souvent ce genre de rencontres-là entre des acteurs puis des célébrités pour récolter de l'argent. Star Wars l'a souvent fait, entre autres choses. C'est ce que j'allais dire. Ben là, c'était vraiment genre... un cameo. Une levée de fonds pour des after-school programs. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'était comme bénéfique, le parascolaire, donner des activités aux kids pis tout. Là. Fait que ça va aux bonnes œuvres. I guess si t'as envie de manger un barbecue avec le Terminator. Ben, c'est poney, sans doute. Ouais, ben écoute, j'irais. C'est poney, ils chillent dans la maison, ils doivent chiller dans la cour. Ben, je peux pas croire qu'ils utilisent. Ça serait vraiment bizarre que les poneys peuvent chiller dans la cuisine à côté de la table à manger, mais ils peuvent pas aller dans la cour. Ouais, je trouverais ça weird aussi. Ouais. Puis si vous comprenez pas de quoi on parle, tapez Schwarzenegger poney. Et Arnold était très proche de ses chevaux durant la pandémie. C'est très cute à voir. C'est très particulier. C'est un contre-casting, mais c'est vraiment cute à voir. Qu'est-ce qui te restait de ton côté, Marilyn? Robin est gay. Oui. le Robin. Un des Robins. Un des Robins. Donc, Polygon a sorti une nouvelle, le Robin Tim Drake. Le deuxième. Troisième. Oui, le troisième. Donc, il y a eu Dick Grayson, il y a eu Jason Todd, et là, il y a Tim Drake, qui est le nouveau Robin, et qui fait aussi... Il fait-tu encore des arts du cirque aussi, ou on peut s'éloigner de ça? En fait, non. Ben, il y a deux choses. Tim Drake ne fait pas partie de l'art du cirque, donc il n'a pas chillé avec Guy Laliberté, là, je te rassure. Ça a tout le temps été un personnage beaucoup plus orienté détective. Il n'est pas vraiment nouveau, il fait un petit bout qui est là. Oui, ça fait un petit bout, c'est juste que c'est le dernier des Robins. Donc, il s'est écrit par deux, c'est Megan Fitzmartin, je crois, qui l'a écrit. Et c'est aussi dessiné par une femme, Belen Ortega. Et il y a eu une entrevue justement dans Polygon, dans le issue numéro 6 du Urban Legend Anthology. Donc, en ce moment, ils ont laissé des petites traces. En fait, ce qu'ils veulent vraiment souligner... Oui, il n'est pas gay, il est bisexuel. Il est bisexuel. Mais en fait, c'est qu'il n'y a pas d'étiquette encore. Ce qui se passe, c'est que son ami Bernard... Il s'appelle Bernard, ça me fait rire en anglais. Of course. Bernard. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une petite moustache? Qui lui demande s'il va aller sur une date et qui lui dit « Yeah, I think I want that. » Okay. Et ça reste un peu comme ça. Ce qu'ils veulent faire, c'est pas nécessairement, c'est que oui, ils veulent montrer un personnage LGBTQ, ils aimeraient parler du coming out. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est parler beaucoup de représentation, mais beaucoup d'identité et de se découvrir parce que Robin, c'est l'adolescent de la gang. Tu sais, dans la Bad Family, c'est l'adolescent, il cherche beaucoup son identité, il se compare à Batman, mais c'est pas vraiment ça. Ils ont souvent un passé trouble, ils savent pas tout le temps la place qu'ils prennent et les super-héros sont toujours, surtout dans le DC-verse, sont toujours torturés un petit peu, seulement qui ils sont, c'est quoi leur place, où est-ce qu'ils s'en vont, tout ça. Donc, ce qu'ils voulaient faire, c'est un peu montrer, même si adolescent et plus vieux, donc jeune adulte, la recherche d'identité qui il est, parce qu'il y a aussi un crush et des émotions pour Stephanie Brown. Donc, et ça, c'est pas défini non plus. Donc, ils veulent peut-être donner plus d'indices dans le prochain numéro. Ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est que c'est un Robin qui n'a pas tout à fait le langage, qui n'a pas tout à fait les mots pour se mettre une étiquette sur lui-même, mais qui n'est pas straight. Okay. Tout simplement. Et c'est ça, il y a eu une entrevue avec Belen Ortega, qui est la dessinatrice, et elle n'était pas au courant encore que ça s'en allait là avant qu'elle reçoive les scripts et qu'elle le dessine. Et une fois que ça a été fait, elle a dit « J'ai reçu des centaines et des centaines
de messages de jeunes qui ont dit merci pour la représentation, merci, I feel seen, merci, je peux le montrer à mes parents pour montrer qu'il y a des gens comme moi, que je ne suis pas tout seul, que c'est dans les médias. Tu sais, que le representation matters, ça les a aidés. Donc, il avait présenté à DC, ça s'en vient, on s'en va vers ça. Et voici la raison pourquoi on fait ça. Là. C'est pas juste pour plugger un personnage gay. Ouais, DC l'a fait plusieurs fois au cours des dernières années. Là. Oui, c'est ça, mais Kate Kane, Batwoman, est gay aussi. Oui. Donc, c'est le deuxième personnage. Mais là, ils veulent vraiment montrer... Attends, excuse-moi, il y en a plus que deux. Là, mais oui, il y en a. Ils sont pas deux aux réunions, là, tu sais, c'est ça. Non. Au gay. Avec le gay agenda. C'est le gay agenda, c'est ça. À notre meeting. Mais donc, dans la Bat Family, ça serait le deuxième. Et ils veulent vraiment développer ça et de montrer des zones floues et la découverte, donc, et le changement d'étiquette et tout ça. Donc, je trouvais ça quand même intéressant et qui focus beaucoup sur le fait qu'il y a eu des réponses positives et que ça a aidé beaucoup de gens. J'ai trouvé ça très intéressant aussi. Ouais, good. Moi, j'ai un petit truc que je voulais te garder justement, Laurent, pour toi, parce que je sais que tu connais sans doute l'auteur. On parle maintenant de Batman. Non, c'est pas vrai. Encore? On n'est pas loin, mais on n'est pas dans Batman du tout. C'est un truc qui est sorti aujourd'hui, le 16 août, en exclusivité sur The Hollywood Reporter. Puis ça concerne un des importants scénaristes de comic book, Brian Michael Bendis. Je ne sais pas si tu as vu passer la nouvelle. Oui. J'allais la noter, mais j'ai vu que c'était toi qui l'avais posté. Fait que je me suis dit que... Ouais, c'était pas mal. Je ne peux pas comme passer à côté d'en parler, puis surtout que c'est assez important pour les gens qui ne connaissent pas Brian Michael Bendis. C'est un auteur de BD qui fait de la bande dessinée américaine depuis les années 90. Il a explosé du côté de Marvel au début des années 2000 et il a écrit, entre autres choses, New Avengers, Mighty Avengers et plein d'autres titres du côté de Marvel Comics. Si vous regardez ce qui a été fait dans le MCU au cours des dernières années, et là je fais référence au film, il y a énormément de choses qui sont empruntées aux thématiques, aux histoires que Brian Michael Bendis a développées chez Marvel au début des années 2000. Il a aussi co-créé Miles Morales du côté de l'étiquette Ultimate Spider-Man. Il a également co-créé Jessica Jones. Donc, il a touché à tout. Et avant d'écrire du super-héros, et en parallèle aussi à écrire du super-héros, Brian Michael Bendis a développé une étiquette, si on peut le dire, qui s'appelle Jinx World, donc J-I-N-X World, et c'est ce qu'on appelle du creator-owned. Donc les personnages, les univers créés sous Jinx World appartiennent à ses créateurs. Dans ce cas-ci, appartient à Brian Michael Bendis ou appartient à l'auteur avec lequel il a travaillé pour le dessin, parce que même si Brian Michael Bendis a fait du dessin très minimaliste, c'est surtout, avant tout, un auteur, donc un scénariste plutôt. Donc, il y a eu des titres qui ont été publiés auparavant sous Jinx World, et quand il est parti de Marvel en 2017, le catalogue le suivit, et le catalogue a été publié sous DC Comics, et là, son contrat chez DC Comics en tant qu'exclusif a pris fin plus tôt cette année, et on a appris une grosse nouvelle, donc le catalogue de Jinx World, qui comprend entre autres Torso, Jinx, Pearl, The Murder Inc., Cover et la très populaire série Powers, vont voir le jour, vont plutôt être réédités du côté de Dark Horse Comics, qui est un des aussi grands importants aux maisons d'édition plutôt de comics aux États-Unis, ce qui va faire du bien à la compagnie parce que dans les dernières années, ils ont perdu des grosses licences dont Alien, Predator, Star Wars, qui ont fini tous par aboutir du côté de Marvel parce qu'entre autres choses, Marvel, Star Wars appartient à Disney. Disney a possession maintenant de Star Wars. Donc, même chose pour Alien et Predator qui appartiennent à 20th Century Fox. Et là, la compagnie, le studio appartient à Disney. Donc, on édite ça du côté de Marvel également. Ça va faire du bien. Donc, on va avoir des nouvelles séries aussi, dont un nouveau projet de Brian Michael Bendis qui s'appelle Joy Operation. Le premier numéro sort le 17 novembre prochain. Et de la réédition d'anciens volumes de Jinx World, dont un trade de Powers qui s'appelle Powers The Best Ever, donc qui va sortir le 26 janvier 2022. Pas facile d'avoir la totalité de Powers en ce moment parce que était disponible chez Icons, était disponible, je crois, chez DC, était disponible un peu partout. Et là, je pense même Image a eu pendant un certain temps Powers. Là, ça va tout être disponible chez Dark Horse. Ça fait du sens. Et je suis très content pour lui parce que je pense que ça va peut-être insuffler un nouveau
un petit peu de renouveau chez Dark Horse, qui font des bonnes choses, mais pas des BD high profile autour desquels les gens peuvent se rassembler vraiment. Donc, Jinx World du côté de Dark Horse Comics, avec des nouvelles séries et des nouveaux projets, et aussi de la réédition de vieux stock. Ben, je suis content parce que de Best Ever, tu vois, ça a tellement passé dans le beurre. Là. Je pense qu'il y a eu 2 volumes en hardcover, puis je les ai jamais vus passer, puis ils sont devenus introuvables au bout de 2 mois. Genre. Ouais. Puis j'étais comme, je veux la fin de mon Powers. Fait que, ben, je suis content. Puis c'est cool pour Dark Horse aussi. Il me semble que ça leur fait du bien, une bonne nouvelle là, après les dernières années. Là. Ils ont des bonnes séries. Ils ont encore les Hellboy, mais ils ont Black Hammer qui fonctionne très bien aussi. Mais c'est pas les personnages iconiques qu'on reconnaît comme un Spider-Man ou un Superman peut l'être. Ou même comme des licences, comme dans le temps on avait Star Wars, Alien, Predator et compagnie, qui faisaient partie de leur vache à lait. Puis Brian Michael Bendis, c'est un auteur quand même assez... non seulement prolifique, mais d'un profil assez élevé. C'est pas rare qu'on le voit à la télévision ou en entrevue. C'est quelqu'un qui a un peu aussi de l'influence sur le milieu de la télévision. Powers a été adapté à la télé. Ça n'a pas super bien fonctionné, malheureusement. La série était assez ordinaire. J'espère, par contre, qu'ils vont rééditer les vieux trades de Powers. Parce que ça serait le temps de les retrouver à la même place. Pour pouvoir mettre la main sur l'ensemble de la série. Fait que bonne chose pour Dark Horse. Belle win. Belle victoire. Qu'est-ce que t'avais, toi, Laurent? Une petite BD? Ouais, vas-y donc. T'as lu de la BD, toi. T'as eu le temps de lire de la BD. Pas bien cette semaine. J'en ai rien qu'une. Bon. C'est correct, on te le pardonne. C'est d'un auteur belge qui s'appelle Max de Radiguet. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Il fait souvent des trucs... comment je dirais ça? Ado... With an Edge. Mm-hmm. Genre, c'est souvent des thématiques adolescentes, mais c'est souvent quand même... c'est rough, c'est un peu violent, mais de la violence de la vraie vie, là, mais dans le genre de... C'est plus Skins que Watat, mettons? Genre. Okay. C'est plus mais Skins que Watat. J'aime bien gros. D'ailleurs, il avait sorti un livre qui s'appelait Orignal sur le bullying, qui était vraiment, vraiment un de coup de poing d'en face. C'était vraiment bon. Cette fois-là, ça s'appelle Alerte 5. C'est de la science-fiction. En fait, on suit une petite équipe qui est sur Mars, une première mission habitée de Mars, puis qui font leurs tests et tout, puis c'est tranquillos. Puis là, il y a un lancement spatial vers la station spatiale internationale qui se passe sur Terre, et ce lancement-là explose. Les astronautes sont dans la navette, meurent et tout. Puis là, il y a un groupe islamiste qui réclame l'attentat. Revendique l'attentat, merci. Fait que là, il passe donc dans toutes les missions spatiales en alerte 5, c'est-à-dire que tout le monde est sur le hold, puis attendez des nouvelles affaires, on est comme en mode d'urgence, mais c'est ça, c'est comme stand-by. Ça s'en vient, mais eux sont loin, sont sur Mars, puis c'est comme... Ils sont pas proches de l'action, fait que là, ils mettent une pause à toutes leurs affaires, puis ils attendent des nouveaux contacts, puis ils attendent qu'il se passe de quoi, puis là, ben, ils sont pognés sur Mars à se pogner le beigne, en attendant que sur une autre planète, à l'autre bout, on pense à eux autres, tu sais. Fait que j'ai vraiment aimé ça, c'est vraiment cool, tu sais, c'est un petit huis clos, 5-6 personnes qui sont genre... Bon, j'avais des choses à faire. Qu'est-ce qu'on fait à cette heure? Là, ils commencent à faire de l'espèce de bagosse avec les patates qui faisaient pousser dans la serre, puis ils sont comme pris comme à Matt écouter... Damon avec son caca dans ouais, c'est ça. Ils sont prêts à écouter les mêmes films de Whoopi en loop. Aucune mention de Sister Act, ni un ni deux. C'est ça ce que j'ai... Mais c'est sûr qu'on te demande d'écouter la 1. Mais c'est vraiment le fun. Ça vous tente un petit truc de genre d'anticipation charmant et tout. Là. Il y a des twists dont je ne vous parle pas, mais c'est bien foutu. Puis c'est humoristique. Je ne vais pas spoiler, Marlene. C'est humoristique ou c'est pas humoristique? C'est pas humoristique. Il y a un petit ton, tu sais, je veux pas dire qu'il n'y a pas de blague, mettons, là, mais c'est sérieux quand même. C'est fait avec sérieux, mais c'est juste que, tu sais, ce dessinateur-là, il a un trait quand même rond et vaguement enfantin, si tu regardes vite, là, mais souvent, c'est trompeur, tu sais. OK.
Est-ce qu'il te restait quelque chose, toi, Marilyn, de ton bar? Non, pas du tout. OK. Ben moi, j'avais des trucs, puis justement, ça donne bien que Laurent soit là parce que je l'ai gardé pour lui. Et on va parler de Batman pour vrai cette fois-ci, Laurent. Je t'écoute. OK, reste avec moi. Un Batman, un Robin. Et tantôt, j'ai parlé de Star Trek, fait que. Hein? Oui, c'est ça. Fait que, Star Trek. Regarde. Oui. T'es capable. On était capable, tu peux m'écouter. Donc, Batman de 89, ça reste comme un classique. T'as aimé ce film-là, Colin, de Tim Burton? Ben oui. Laurent, bon. Puis sa suite, Batman Returns de 92, t'as aimé ça? Faudrait que je le revoie. Genre, c'est bon. C'est excellent. Tu sais, je l'ai peut-être vu quand j'avais 9 ans, puis j'avais pas aimé ça. Mais un peu comme je pense que je catchais pas la zone encore. Je pense que j'aimerais mieux ça maintenant, probablement. Jeune, ça traumatise. Moi, ça m'avait marqué. Surtout le 2. Le 2 est particulièrement violent. Le personnage du pingouin est pas super sympathique ou destiné à un jeune public. Étrangement, ils ont fait une panoplie de jeux puis de jouets là, en fonction de ces deux films-là. Puis c'est super violent quand tu regardes ça aujourd'hui. Je sais pas à quoi ils pensaient. Mais vous le savez, Michael Keaton reprend le rôle prochainement du Batman qui a marqué sa carrière. Encore aujourd'hui, des années plus tard, on associe encore Michael Keaton beaucoup à ces deux rôles-là. Je parle du Batman de 89 et du Batman de 92, Batman Returns. Les deux étaient, je le rappelle, réalisés par Tim Burton. Mais c'est pas seulement Michael Keaton qui reprend le rôle dans The Flash. Il y a un autre acteur qui s'apprête à revenir à l'univers de Batman. En quelque sorte, DC Comics a annoncé que Danny DeVito allait écrire une histoire du pingouin qui va sortir dans un volume anniversaire qui s'appelle The Gotham City Villains Anniversary Giant numéro 1, dont on ne sait pas c'est qui l'artiste qui sera lié à illustrer la fameuse histoire de Danny DeVito, mais il y a une couverture déjà alternative du numéro qui est disponible, qui a été dévoilée en ligne, faite par Frank Quietly, qui est lui aussi un très, très minimaliste, qui peut être inquiétant, mais qui est très, très beau. Donc, il y a plusieurs histoires qui vont se retrouver dans ce numéro, Gotham City Villains Anniversary Giant Volume 1, ou plutôt numéro 1. Une histoire de Scarecrow, de Poison Ivy, Ra's al Ghul, Talia al Ghul, Mad Hatter, Killer Moth et pas Killer Croc, et bien Red Hood, le premier, et bien sûr le pingouin qui sera signé par Danny DeVito. Une sortie pour le 30 novembre prochain. J'ai bien hâte de voir son histoire. Danny DeVito qui est aussi un fan d'horreur, on vous le rappelle. Donc, je suis pas inquiet. Oui, il est vraiment le fun. Je vais être Danny DeVito. Y a-tu déjà écrit quelque chose? Oui. Oui, ce gars-là a mis ses mains dans tout. Là. Il a produit, il a écrit, c'est un acteur, il est vraiment drôle, il a un humour noir. Il fait encore It's Always Sunny in Philadelphia avec son rôle. Donc, super série. Donc, j'ai bien hâte de voir son histoire qu'il va écrire pour le pingouin. OK, je suis intrigué. Moi aussi. Regarde, Laurent est intrigué à propos d'une histoire de Batman. Ben, quand même. Est-ce que c'est... j'ai l'impression... Oui, encore de l'espoir. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas... Je m'y connais pas tant que ça, mais est-ce que c'est si développé que ça, l'histoire du pingouin? Est-ce qu'il y a beaucoup d'univers parallèles du pingouin? Puis c'est, à part son backstory de ses parents riches qui l'ont abandonné, j'ai l'impression que... Ben, c'est comme n'importe quoi, là. C'est exploité. Ben, le personnage est là depuis plusieurs décennies, fait que oui, l'histoire est riche. C'est sûr que l'interprétation de Danny DeVito dans le film de Tim Burton est beaucoup plus, libre de ce qu'on trouve dans les bandes dessinées. Là. Il est caricaturé comme un mutant dans le film des années 90. Dans la vraie vie, c'est surtout un criminel qui a son propre empire de criminels organisés. Puis dépendamment de la période dans laquelle vous lisez, il est traité un peu comme le Kingpin ce côté de Marvel, dans le sens où, dépendamment quand vous lisez, soit c'est connu du public que c'est un criminel, ou c'est quelqu'un qui fait ses petits coups en dessous puis les autorités sont pas capables de mettre la main dessus. Mais il est beaucoup plus, tactique et réfléchi que dans le film de Tim Burton, où là, c'est carrément une bête. Là, on vous rappelle qu'il arrache le nez de quelqu'un parce qu'il n'aime pas de la manière qu'il y parle. Là. Mais c'était quand même triste. Moi, mais ça me fait beaucoup de peine quand j'étais jeune, son histoire. Puis très tragique. De quand il est jeune, puis il est vulnérable à la fin de sa vie aussi. Mm-hmm. Je pense pas que c'est très... Je dois avouer mon ignorance là-dessus. Je pense pas que... Je crois que c'est une origine qui est surtout liée au film de Tim Burton. Ça n'a rien à voir avec l'origine du personnage dans les comics. C'est quand même un personnage qu'on voit vraiment moins que le Joker, mettons-le.
Ouais. Je sais qu'il fait partie du canon classique, mais de ce que je peux voir qui sort dans les 10 dernières années, mettons, il n'y a pas beaucoup de pingouins. Non, t'as raison. Puis ça fait moins de sens que un combat corps à corps pingouin-Batman, là. C'est limite. Je sais pas. Non, mais en fait, je demandais ça parce que justement, tu sais, je ne connais pas tant que ça, mais j'ai comme ça, j'arrête pas de voir le Joker partout, puis des réinterprétations, puis son backstory, puis j'étais comme, le pingouin, il y aurait peut-être quelque chose à faire avec ça, de développer un peu plus. J'ai hâte de voir si Danny DeVito va baser son histoire sur le pingouin qu'on a vu dans le film, donc le pingouin que lui, il a incarné. Est-ce que ça va influencer son histoire, ou il va aller dans quelque chose de plus classique, où justement le personnage de Cobblepot est à la tête d'un empire criminel, puis qui fait plus ses coups disons, par en dessous, là, de façon plus furtive. Ça, je sais pas. Mais ça pourrait être intéressant. Reste à voir comment il va le traiter. Genre. Mais les films de Batman des années 80 reprennent beaucoup d'intérêt avec le retour de Michael Keaton. Et là, DC récemment a republié un numéro là, qui s'appelle Batman 89, qui est la suite, en fait, du Batman Returns, mais en bande dessinée. Et je pense que c'est près de Noël ou autour de Noël, on va avoir un trade de cette histoire-là. Donc, c'est avec nous 20 quelques années plus tard. Là. Ça marque l'imaginaire comme la Batman Animated Series. Ça l'a été dans le temps. Qu'est-ce qui te restait, Laurent? Plus rien. Plus rien. Moi, je pense que j'ai un dernier truc. Ouais, c'est ça, c'est notre ami Todd McFarlane qui lâche pas la patate, comme on dit. Vous le savez... il est en feu cette année. Hein? Ben, il a dit que 2021, il voulait que ça soit l'année de Spawn pour lui. Donc, il y a King Spawn qui est sorti récemment. Il y a Spawn Universe qui est sorti récemment aussi, qui a battu des records au niveau des ventes. Ça a été un des comics les plus vendus dans la dernière année. Il veut transformer 2021 comme étant l'année de Spawn. Et vous le savez, ça fait depuis 2017 qu'il travaille sur l'adaptation de son personnage au cinéma. Il y en avait une dans les années 90 qui a plus ou moins bien vieilli. Il y a quand même un following culte autour du film. Moi, personnellement, je ne l'apprécie pas beaucoup. Fait que je suis très curieux de voir ce qu'il va finir par pondre, parce que ça fait des années qu'il travaille sur un long métrage. Il avait signé la première version d'un scénario qui avait attiré des acteurs assez populaires d'Hollywood, dont Jamie Foxx et Jeremy Renner. Et là, on a appris du côté de Hollywood Reporter que Todd McFarlane et Blue Mouse Productions, avec qui ils vont produire le prochain film de Spawn, ont engagé un nouveau scénariste qui s'appelle Brian Tucker, qui a travaillé sur un film qui s'appelle Broken City. Donc, il va retravailler le scénario. Une ambiguïté, par contre, à savoir si les acteurs comme Jamie Foxx et Jerry Renner seront réapprochés ou approchés de nouveau, parce que leur implication était confirmée à l'époque, mais aujourd'hui, il n'y a rien de moins de certain. C'est un film que Todd McFarlane lui-même est censé réaliser. Il le produit aux côtés de Jason Blum, qui est le producteur derrière Blumhouse Productions. Donc, ça reste encore à voir. J'ai bien hâte de voir, parce que c'est un de ces projets-là que tu en entends tout le temps parler depuis longtemps, puis tu as l'impression que ça va jamais se concrétiser. Mais je lui souhaite, puis juste pour le fait qu'il lâche jamais, ben, Todd McFarlane, il a mon respect. Donc, personnage qui a été créé par lui dans 92, justement, à l'époque des grosses années de Image Comics, avec l'explosion de la maison d'édition qui était devenue le 3e major du comic du côté des États-Unis. Sûrement, si vous écoutez les Mystères Étonnants, ben vous connaissez le type. Et puis, je vais prendre aussi le temps de souhaiter bonne fête à notre ami Laurent Biot, notre ami français, qui c'était son anniversaire. Laurent. Donc, Laurent nous écoute de la France. Et acheter un coup d'œil aussi à les petites entrevues de mon ami Sébastien Bouchard, qui faisait fun de regarder films à l'époque et fun de jouer jeux aussi, de la bonne époque du podcast du début des années 2000. De 2012-2011, c'était les grosses années de podcast pour Sébastien, puis il n'a jamais arrêté depuis. Il y a eu plein de projets. Puis là, il s'est lancé un nouveau petit podcast qui s'appelle Les Petites Entrevues. Il me reçoit en entrevue pour son premier épisode. Et c'était fort sympathique. Ça faisait super longtemps que j'y avais parlé. Et là, il reçoit le premier invité. Je suis le premier invité. Quel honneur. Ben, je suis très honoré, mais en même temps, je pense qu'il a visé à côté de la traque. Je ne pense pas que ça va y amener tant de science que ça. Mais il m'a parlé des prochains invités, puis ça promet. Donc, c'est lui qui jase avec des gens de différents sujets. Puis on est tombé dans des ondes vraiment deep. Sébastien a eu un diagnostic cette année, il en parle. Moi, j'en ai eu un aussi.
au niveau de ma douance. Puis là, on parle de justement, c'est quoi composer avec ça, puis qu'est-ce que ça veut dire. Puis on tombe dans le personnel. Donc, c'est très différent des mystérieux. Mais si ça vous intéresse, allez écouter la conversation. C'est disponible. Ça s'appelle Les Petites Entrevues. Fait que c'est ça. Toi, Laurent, t'avais plus rien. Marie-Lune non plus? Non? OK. C'est fini. C'est fini. OK. Je prends le temps de plugger le Patreon. Si vous voulez aider les Mystérieux Étonnants financièrement, allez sur mystérieuxétonnants.com. Il y a un bouton faire un don en haut à gauche. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. Et pour l'équivalent d'un café par mois, vous faites en sorte que l'on existe. On vous donne aussi en échange de votre contribution Patreon accès au catalogue complet de Bifurcation, qui est un podcast exclusif, et Terre humaine chez Isidore, qui est aussi un podcast exclusif. Pour les abonnés Patreon, vous avez également un lien qui vous amène vers le Discord des Mystérieux qui est actif durant toute la semaine où il y a une communauté de gens super sympathiques qui s'échangent et discutent de sujets avec justement positivisme et surtout civisme parce que le Discord est fermé au reste de l'Internet, donc il n'y a pas de contamination. Sinon, on vous invite à nous laisser un petit 5 étoiles sur iTunes, à parler du podcast et le partager. On est actif depuis maintenant 15 ans. On est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Twitter, Instagram, Facebook et mystérieuxétonnants.com. On prend une petite pause et on revient avec le sujet de la semaine. Sortez vos Kleenex. On parle du film Val. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, on parle d'un film, d'un documentaire en fait, qui est disponible sur Amazon Prime. Val de Ting Poo et Léo Scott. C'est un documentaire sur la vie, ni plus ni moins, de l'acteur Val Kilmer, qui est au prix depuis plusieurs années avec des graves problèmes de santé. On retrouve d'ailleurs Val Kilmer en début de film avec un cancer de la gorge qui lui permet de très peu communiquer avec l'extérieur. Sa voix est maganée due à des traitements de radiation. Et il y a aussi, comment tu appelles ça, le fameux trou qu'on a dans la gorge? Quand on a une trachéotomie? Une trachéotomie. Donc, ça dans Grey's Anatomy, oui. Ouais. Ce qu'on apprend, on devient médecin finalement en écoutant Grey's Anatomy. Pas le choix. Tu prends des petits trucs ici et là. Ce qu'on apprend en début également de documentaire, c'est que Val Kilmer, que depuis sa jeune enfance voulu être acteur, a filmé pratiquement toutes les étapes de sa vie, alors qu'il essayait de percer dans le milieu hollywoodien, alors qu'il étudiait au théâtre, qu'il étudiait à différentes école importante d'acting. Donc, l'ensemble de sa vie est documenté. Et c'est le fils de Val Kilmer qui narrate la vie de son père selon des écrits de son père. Et on passe parmi toutes les étapes de la carrière de Val et sa vie professionnelle et sentimentale jusqu'au moment où il est atteint à la gorge et il ne peut plus communiquer comme il voulait. Et situation dans laquelle il est encore aux prises aujourd'hui. Je dois dire, en partant, je ne sais pas si Marie-Lune et Laurent ont aimé le film, que moi, ça m'a beaucoup touché. N'importe quoi où on représente la vie ou l'entièreté d'une vie de quelqu'un à travers des... Tu sais, une vie, c'est long, mais en même temps, c'est court. Puis d'en faire un documentaire, je trouve que ça montre à quel point le temps va vite, puis comment certaines situations influencent quitter, comment ces situations-là prennent de l'importance dans ta vie. Puis c'est particulièrement émouvant dans le cas de Valve parce que on sait ultimement où ça s'en va pour l'acteur qui est aux prises avec des graves problèmes de santé. Donc, je pense pas que vous avez besoin d'aimer le film, d'aimer l'acteur pour pouvoir apprécier le film, mais j'aimerais ça savoir ce que vous en avez pensé. Toi, Marie-Lune, comment tu as trouvé ça? J'ai braillé. Ouais. C'était très touchant et évidemment, il y a toujours le côté papa et cancer qui me touche beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Mon papa est mort du cancer. Donc, dès que ça touche à ça, c'est très, très personnel aussi. Mais peu importe, c'est des liens, puis ça peut être triste pour ça va être triste pour tout le monde. Oui. Désolée. Mais en même temps, je trouve ça, comme tu dis, très précieux, tout ce footage-là, parce que maintenant, on est habitué, tout est sur TikTok, tout est sur Instagram, on prend des photos, juste, tu sais, des images de Top Gun. Maintenant, quand tu regardes un DVD, quand ils font un film, quand ils tournent un film, ils prennent des bloopers, des behind the scenes, en pensant à ça, on va mettre ça sur des extras de DVD. Il n'y avait pas ça dans le temps. Non. Donc, tu sais, c'est un accès précieux, ou juste des pièces de théâtre avec Sean Penn puis Kevin Bacon.
Qui se montrent les fofons. Qui font un moon, spoiler alert, en backstage, une pièce de théâtre. Ça n'a pas de prix. Tu sais, personne n'a eu accès à tout ce realness-là. Tu sais. J'ai beaucoup aimé ça. Moi, je pense que je le savais, mais j'ai été on dirait que j'avais oublié qu'il y avait cette condition-là, que j'avais oublié qu'il en était là. Et même si tu le sais sur papier, de le voir, et de l'entendre, ça donne un choc. Tu te souviens de genre de Mad Martigan ou des dernières images qu'on a vues publiques de lui, de le voir, de l'entendre, ça fait une drop, là, le cœur m'a lâché. Tu sais. Parce qu'il dit, à un moment donné, qu'il va mieux, il se sent mieux qu'il en a l'air. Et ça, c'est rassurant parce qu'il doit savoir comment on le voit. Il en parle de ça, d'ailleurs, comment la perception des autres sur lui. C'est ça. J'ai eu l'impression, excusez, là, je vais dans le détail, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses aussi que, tu sais, faut pas oublier que c'est un film que lui a écrit, c'est des choses que lui a tournées, c'est son side of the story, donc c'est pas objectif. Mais c'est son histoire. C'est son histoire selon sa loupe, selon sa façon de voir les choses. Je pense qu'il y a juste des choses que, justement, tu sais, qu'on peut se dire que c'est son côté de l'histoire, c'est comment lui l'a vécu, et c'est ce que lui veut bien en dire ou le montrer sans... Il n'y a rien de on n'a pas à trancher de rien, là. On fait juste être témoin et c'est très correct. Jusqu'à un moment donné, j'étais comme... on a juste son côté, lui, pas sa femme, pas les réalisateurs, pas ses enfants. Ouais. C'est son histoire aussi, tu sais, je veux dire. C'est ça. Mais je trouve ça quand même intéressant parce que c'est pas post-mortem, c'est pas un documentaire sur quelqu'un, c'est juste lui, il n'y a pas d'entrevue avec d'autres gens, comment ils voient ça, il n'y a pas de leur point de vue, mais ça, je trouvais ça aussi très intéressant, qu'on voit juste ce que lui a vécu, ce que lui a le goût d'en dire, ce que lui a le goût d'en montrer. Je trouvais ça aussi très intéressant comme point de vue. Juste spécifier qu'il a écrit la narration, mais c'est pas lui qui a écrit le film, c'est pas non plus lui qui a réalisé le long-métrage. Puis je connaissais pas Ting Pu puis Leo Scott, mais ils ont déjà réalisé des documentaires auparavant, puis je suis vraiment intrigué de voir ce qu'ils ont fait. Puis je comprends ce que tu veux dire par le... tu veux pas la carte de visite d'un documentaire, tu veux pas la... Tu sais, j'avais cette impression-là quand j'ai écouté le documentaire You Cannot Kill David Arquette, où la relation, en tout cas de ceux qui créaient le documentaire et leur sujet, David Arquette, il manquait de distance, où tu le sentais par moments que ça avait de l'air d'infopub pour l'acteur. Je l'ai moins senti dans celui-là, mais c'est sûr que c'est pas un documentaire informatif. Puis il dit dès le départ, c'est ce que lui a envie de livrer avant ce qu'on s'imagine être sa mort, parce qu'on sent que la mortalité est jamais bien loin dans ce long-métrage-là, même si elle n'est pas... Tu sais, elle est abordée quelques fois, mais la mort n'est pas le sujet principal, mais que tu sens que c'est ça aussi, c'est qu'est-ce que tu lègues d'une vie dédiée à ton art, puis dans ce cas-ci, c'est de l'acting. C'est un des thématiques. Sa personne, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu as trouvé ça comment, toi, Laurent? J'ai aimé ça, overall. Oui. Je trouve, et effectivement, définitivement, la force du film, c'est genre l'incroyable masse de footage disponible. Là. Je trouve ça incroyable. Tu sais, juste qu'il y ait jusqu'à très jeune des films qu'il faisait avec ses frères, toutes les backstage de plein de gros hits d'Hollywood. Tu sais, je pense que c'est intéressant pour n'importe qui s'intéresse au cinéma de genre des années 90, début 2000, fin 80. C'est vraiment le fun. Je trouve ça incroyable. Ça a dû être tellement un job d'édition. D'édition, mais je suis comme, parce que tu le vois, son entrepôt, il est comme, ouais, j'ai tout gardé, puis tu sais, c'est tous ses films. Ses films avec ses enfants, avec ses parents, avec ses... Je suis comme, mon Dieu, mais c'est un entrepôt gigantesque. Là. T'imagines-tu être les gars qui arrivent, c'est comme, on va checker qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, genre, pour en tirer, je sais pas, 1h45. J'étais comme, oh my God, c'est insane. Après, je comprends ce que tu veux dire, Marilyn. Moi aussi, on dirait que j'attendais, pour avoir vu le documentaire sur le tournage de l'île du Docteur Moreau. On dirait que j'attendais, tu sais, genre, vas-tu en parler de comment il était un peu une marde, genre? Ouais. Tu le vois à un moment où est-ce qu'il on voit, tu sais, mais tu sais, c'est ça, c'est évacué vite, mettons, là, tu comprends qu'il était pas psychologiquement une super bonne place.
Je pense que personne sur ce plateau-là était psychologiquement c'est ça. Ben d'ailleurs, tu sens la tension, genre l'espèce de foutoir que c'était. Tu sais, overall, j'ai quand même bien aimé ça, mais on dirait que je trouve que... comme si c'est maigre à se mettre sous la dent, genre. Ah ouais, tu trouves? Au final, je suis comme, ah oui, tu sais, voici le portrait d'un homme. Puis, tu sais, je veux dire, c'est vraiment bien foutu. Tu sais, le montage en alternance où tu le vois dans son prime, là, un super bel effet. Tu sais, limite, là, genre de Drive, là, jeune Brad Pitt, là, super beau gosse, là, dynamique, puis tout. Puis, tu sais, le montage alterné avec lui de nos jours qui est malade au Comic-Con, genre, c'est rough, là. Ouais. Quand même, mais tu sais, au-delà de genre, ah ouais, la vie, c'est rough, ça me donne pas le goût d'être vieux. Après, je suis comme, j'ai pas l'impression de regarder ça puis de me dire non plus, wow, Val Kilmer, au moins, il nous aura laissé quelque chose de grandiose, tu sais. Moi, je l'ai pas pris comme ça non plus. Je sais pas si c'était ça l'objectif du film. Je pense que c'était de montrer juste son histoire. Puis c'est pour ça que quand je dis que la mortalité fait partie d'une des thématiques un peu absentes du long métrage, excusez-moi, il faut bloquer les conspis, voilà, bang, salut, bye bye. C'est ça, ben oui, c'est un expert en l'école de la vie. Si je suis tanné, tabarnak. Je sais pas où j'étais là. J'étais en train de parler de la vie d'un homme, puis là on parlait de gens qui parlent de je sais pas quoi là. Mais c'est peut-être parce que c'est pas, tu sais, il y avait rien d'extraordinaire non plus, c'est juste sa vie aussi, puis il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de... Ben, il y en a, là, c'est sa vie. On dirait que je comparais ça dans ma tête, puis c'est peut-être juste moi, là, avec celui de Jim Carrey, qui n'est pas vraiment l'histoire de sa vie non plus, mais on dirait que c'est peut-être juste la narration, c'est peut-être juste comment c'est écrit, que c'est resté plus longtemps avec moi. Là. Val Kilmer, l'émotion est restée, là, c'est sûr. Ça te fait penser à ta propre mortalité, à la mortalité des gens autour de toi, à la maladie, à le fait qu'on peut planifier quelque chose, d'avoir quelque chose de super beau, puis que n'importe quoi peut te tomber dessus à n'importe quel moment. Tu peux le perdre. C'est ça. Donc, il y a quand même une belle réflexion à faire. Puis je pense que je ne m'étais pas fait cette réflexion-là avant que tu en parles, Laurent. C'était triste, j'ai appris des choses, mais après 15 minutes, j'ai pas repensé tant que ça. C'est pas resté avec moi. Ça m'a bouleversé parce que c'est une histoire, mais ça m'a pas changé. Mais je sais pas pourquoi, en fait. J'essaie de faire de l'ordre dans mes idées. Là. Excusez-moi, j'ai bloqué un esti de conspi. Parce que c'est sûr que le chat sur Facebook est la meilleure place pour convaincre les gens. Mais c'est absurde. Moi, ça me touche parce que j'ai la nostalgie facile dans la vie. Puis n'importe quoi qui fait appel à la nostalgie va immanquablement venir m'affecter beaucoup. Puis, petite parenthèse, peut-être vous êtes au courant, mais moi, la mort, c'est quelque chose à quoi je pense souvent. C'est presque une obsession, je vous dirais. Et donc, probablement que ce film-là est tout axé vers mes codes sensibles. Donc, ça a probablement resté en moi plus longtemps à cause que je suis sensible à ce genre de sujet-là. Mais je suis aussi très sensible quand c'est pas authentique. Et autant que moi, le film de Jim Carrey, j'ai trouvé ça puant. Et ça m'a écœuré, j'ai trouvé ça ennuyeux. Que je n'ai pas eu cet effet-là devant le film de Jim Carrey. J'ai pas senti... C'est sûr que c'est son côté, puis c'est comme lui qui raconte sa vie. Puis on n'a pas le point de vue de tout le monde, puis des impresarios, puis de son ex-femme. Mais c'était pas ça l'objectif. C'était très vrai. Là. C'était très raw. Donc, quand on le voit dans son prime, comme tu dis, Laurent, puis après on alterne à lui au Comic-Con, qui est malade dans une poubelle après avoir signé des autographes pendant des heures, puis qu'on le voit même caché sur un drap dans une chaise roulante, il y a de quoi où j'ai pas senti qu'on cherchait à le rendre à le magnifier. Non, c'est ça. On le présente pas comme un héros, on le présente pas comme étant quelqu'un de... Ni comme une victime. Ni comme une victime, dit, malgré, le clash est rough, mais... Ouais. Il se met jamais en posture de victime ou misérable. Là. Non. C'est vrai aussi. Puis même au contraire, il
il se voit pas comme ça. Il l'adresse à un moment donné. Il se considère comme quelqu'un d'extrêmement chanceux. Il a vécu quand même des beaux projets. Puis, j'aime l'idée de prendre une figure hollywoodienne qui a connu du succès, qui est un très beau gosse, qui a fait de l'argent dans sa vie, puis montrer, demain, tu peux le perdre. Puis, au final, ce qui t'affecte, c'est le fait que tu perds ta mère, c'est le fait que ton frère est décédé, que ton père est décédé. Puis l'espèce de job, man, de montage. Pensez à ça, là. Aujourd'hui, on a des fichiers, c'est numérique, ça pèse rien, tu peux le transférer, tu peux l'héberger dans le cloud. Là, on parle de mini-DV, on parle de VHS, on parle de reel de pellicule. Juste pour ça, là, d'assembler tous ces médiums-là ensemble dans un tout qui est cohérent, je trouve que ça devrait être un exemple de ce qui peut se faire en documentaire, que vous n'aimez pas le film ou non. C'est juste de montrer voici ce qui est possible. Puis ça m'a impressionné. Ça m'a beaucoup touché. Mm-hmm. On voit, sûrement qu'il fait exprès, mais on voit transparaître encore, on voit encore sa personnalité, il est encore goofy, il fait des jokes à son fils. Pas drôle du tout de faire semblant d'avoir une attaque. Ou le bout, il est avec son... Il est comme... trouvé drôle, moi. Ou le bout... Nous, on a trouvé ça drôle, mais pas son fils. Ou le bout qui est comme Batman et Robin avec son fils. Tu vois qu'il... Puis il y a ça aussi, le fait de la réalité de la maladie ou la réalité d'avoir un handicap ou d'avoir quelque chose qui contraint ta vie, de montrer qu'est-ce qu'il est encore capable de faire. Encore, là, on spoil, là, mais je pense qu'il a fondé un genre de centre d'artistes et on voit que c'est des jeunes, on voit qu'il y a beaucoup de représentation et beaucoup de diversité et qu'il a repris la peinture, donc qui continue à s'exprimer, mais d'une autre manière, qui trouve d'autres moyens et qui aide les gens à pouvoir s'exprimer d'une autre manière aussi, peu importe d'où ils viennent, qui ils sont, leurs revenus, tout ça. Donc, je trouvais que c'était quand même... Je sais que c'est un peu abléiste de dire que c'est inspirant de voir des gens qui ont un handicap qui réussissent, là, et qui, lui, il vient quand même avec certains privilèges aussi. Mais je trouvais ça quand même beau qu'on voit ce côté-là aussi, qu'il n'est pas... il n'est pas déchu, il n'est pas fini. Là. C'est juste que sa vie a beaucoup changé de façon drastique et de façon assez impressionnante, mais il est encore très là, puis il est encore très créatif et il profite de ça. T'sais. Je pense que c'est un truc qui m'a marqué. Je ne l'avais jamais vu comme étant quelqu'un de foncièrement créatif. J'ai tout le temps vu comme étant un bon acteur. Là. Je ne le trouvais pas mauvais. Je sais pas un de mes acteurs préférés, mais tu vois que ce gars-là a exploré sa créativité de différentes manières au cours de sa vie. Puis c'était pas juste l'acting qui... comme la peinture, le collage, la représentation des différents chapitres à travers ses collages à lui, qui est aussi une forme d'art-thérapie. Là. Le collage, comme l'écriture, quand tu fais du journal, quand tu écris un journal quotidien, ça peut aider à traiter les émotions, puis à faire du sens dans ton cerveau de ce qui... de ce genre d'une trame narrative là, des événements. Ça aide beaucoup, ce genre d'exercice-là. Je l'ai vu de même. Probablement que le film est aussi une manière de je sais pas, de se traiter, genre de thérapie personnelle. Là. Moi, j'ai trouvé que c'était un maudit beau projet de confinement, ce film-là. Comment, pour vrai, fouiller dans ces archives-là. C'est comme là, c'est que, je suis pris en dedans, c'est le moment où je fais ça, genre. Ouais. Ça sentait un peu comme ça. Je sais pas quand ça a été fait, là, mais... Non, moi non plus, j'ai l'impression. Je le filais de même. Peut-être que finalement, la job de montage elle a été rendue facile par la dernière année. Le gars, il avait plus de temps pour monter son film. Mais je suis vraiment curieuse de voir tout ce qu'on n'a pas vu. C'est cool. Ouais, j'ai vu un truc passer là, à propos du film parce que justement, il est sorti sur Netflix sur Amazon Prime la semaine dernière, donc il y a plusieurs médias en ligne américains qui en traitent et qui ont des entrevues avec les réalisateurs puis la réalisatrice. Et il semblerait qu'il y a beaucoup de matériel qui n'a pas été utilisé. Ça fait des décennies qu'il filme sa vie, donc on peut s'imaginer qu'il en reste beaucoup. Et dont 200 heures du film Red Planet qui est tourné à un moment donné au début des années 2000. Mon Dieu, c'est le bout là, à la fin où il laisse, ça va plus vite. Là, c'est des moins gros films. J'étais comme, mon Dieu, c'est quoi tous ces films-là? T'avais pas vu Red Planet? Je suis allé le voir au cinéma, moi. Non, j'ai vu Out of Sight, par exemple, avec Mira Sorvino.
Je suis content qu'il ait fait allusion à Kiss Kiss Bang Bang, qui est aussi un excellent film. C'est un bon film, et on parle dans Welcomers. Et on voit le Martigan. J'ai applaudi quand on voit le Martigan. On voit Willow. très peu de Willow, je trouvais. C'est drôle, tu sais. Alors, je vais répondre du même coup à la question de Mysterio Sam en ligne qui demande si c'est intéressant juste si on est familier avec l'œuvre de Val Kilmer. Je te dirais que je suis arrivé en regardant le film en ayant à peu près oublié tous les films dans lesquels il avait joué. Okay. Et au fur et à mesure, j'étais comme, ben oui, Willow, ben oui, Batman, ben oui. C'est que je pense que c'est pas si important que ça, genre. OK. Dans le sens que, tu sais, comme oui, il y en a qui me sont revenus à l'esprit, mettons, là, mais je suis loin d'avoir tout vu, puis c'est loin, tu sais, puis la plupart de ceux que j'ai vus, tu sais, Top Gun, j'ai vu ça fait plus de 20 ans. Je l'ai écouté la semaine dernière. Fait que, tu sais, je sais vaguement, mais tu sais, je pense que c'est plus un pan de l'histoire, tu sais, aussi, tu sais, même chose, Tombstone, je suis comme, ah ouais, il était là-dedans, ça aussi, j'ai vu ça quand j'avais 13 ans, je l'ai jamais revu, genre. Fait que, tu sais, c'est ça va plus te rappeler des souvenirs de vidéoclub, probablement, si t'es pas tant que ça familier. Mais je trouve ça intéressant que quand tu as commencé à écouter le film, tu avais très peu de souvenirs de ces films, parce que j'aurais cru au contraire qu'il fallait que tu aies quand même une bonne connaissance de sa cinématographie pour être en mesure d'apprécier le documentaire. Mais là, tu vois, moi, j'avais... Ouais, mais, tu vois, je pense, j'ai même jamais vu Top Secret, tu sais. Fait que je suis comme, tu sais, il tourne ça, puis je suis comme, ah oui, c'est vrai, il a joué là-dedans. J'ai vu le gif, là, avec les bottes, tu sais. Ouais, le fameux mème. C'est un des films les plus drôles au monde, pour vrai. Je sais, en plus, ça n'a pas rapport que j'ai pas vu ça, là. C'est genre... ça va te briser. Oui, je sais. Ça peut te rassurer, Laurent, je l'ai écouté pour la première fois avec la gang du Discord des Mystérieux Étonnants au cours de la dernière année. Donc, oui, c'est... Tu l'as ici, c'est un de tes films? Oui, je l'ai. C'est un de mes films préférés. Je l'écoute au moins 2 fois par année. C'est niaiseux. Oh oui, c'est très niaiseux. Ben oui, mais tu sais, je sais que c'est les gars qui ont fait Airplane, puis l'agent fait la farce aussi. Là. Fait que tu sais, je comprends pas. Et les Scary Movies, c'est le même type qui produit ces films-là depuis toutes ces années. C'est le même gars. C'est vrai. Puis quand Top Secret est sorti, c'était pas, ça n'existait pas ce genre-là. C'était une comédie, mais il n'y avait pas de nom pour ça. C'est une comédie niaiseuse comme ça. Ça n'existait pas. J'ai l'impression que ça a surtout été popularisé par Spaceballs. C'est comme tu associes ce genre de comédie-là à Spaceballs. Ouais, mais moi non plus, je me souvenais pas de la moitié de ce que Val Kilmer avait fait. Puis j'étais comme, oui, de Sainte, ouf. Oui, ben c'est ça, même ça, je suis comme, oui, je me rappelle vaguement que ça a vraiment floppé. Puis ça me gosse, mais j'aurais aimé ça voir, moi, sa fameuse pièce de théâtre sur Mark Twain. Ouais, ben ça avait l'air intéressant quand même. Man. Puis il incarne le personnage, puis le personnage interagit avec la foule, puis je sais pas s'il existe dans l'entièreté de la salle. C'était comme un show de théâtre / de stand-up dans la peau de Mark Twain. Je trouvais ça, c'est super intéressant comme truc. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je sais pas, j'ai pas d'autre chose à dire à propos du film. Je pense qu'on a tout dit, vous avez... c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Ben oui, mais c'est ça. Je sais pas si je vais y repenser dans un an tant que ça, mais sur le coup, j'ai quand même trouvé ça fascinant, genre. Ouais. C'est une drôle de pièce. Mais moi, ça m'a touché. C'est venu me chercher. Avez-vous pensé qu'il devait être gossant en tabarnak avec une caméra à tout bout de champ? Oui, j'ai vraiment pensé à ça. Moi, tu sais, j'ai juste maintenant, là, tu sais, les gens qui sont tout le temps sur leur selle en train de je sais pas, de prendre des photos. Je suis comme, là, je vis le moment présent un peu, là. Mais c'est une caméra Super 8 en plus. Il est en train de filmer pendant qu'il tourne le film. Il court avec sa caméra. Ou imagine être sa femme, t'as tout le temps, tu déjeunes, t'as la caméra d'en face. Ah ouais, tu brunches, puis t'es comme, va-t'en. Ouais, ce qui m'a surpris, je peux-tu? Ce qui m'a surpris, c'est qu'on l'a mentionné, mais il est extrêmement taquin. Hein? Il aime ça faire des farces, puis il a toujours été comme ça. Je pense que c'est pour ça. On a peu le même genre d'humour. Moi aussi, je ferais semblant de mourir si j'avais comme une condition musicale ou faire freaker son fils. À ce bout-là, il est pas drôle pour le gars. Là. Il est comme quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est le seul bout où là, c'est son fils qui a la caméra, puis il a pause, puis là, tu vois plus. J'étais comme, bon, on fait une réaction normale. D'ailleurs, si je peux me permettre, super narration de son fils, hein, parce que... c'est haunting, sa voix, et il ressemble, la voix ressemble énormément. Donc, ça fait comme une espèce de...
ça reste personnel parce que c'est justement son fils aussi. Attendez, il passe un commentaire, il lit quelque chose, il fait « Ah ouais! » Puis ils l'ont gardé. Fait qu'il y a de quoi Et son fils qui est acteur aussi, hein? Oui, il a étudié... là, il n'a pas fait de grands films. Là, pour l'instant, j'ai regardé sa cinématographie. C'est des petites productions, mais je ne serais pas surpris que sa carrière... J'ai vu, ils ont joué dans le même film, je pense, Palo Alto. Ce film-là était dans leurs 2 IMDb, fait qu'ils ont eu l'air de jouer dans un film ensemble. Okay. Puis, je pense qu'on lui souhaite quand même de la santé. Là. J'espère que ça va bien aller. Quand même. Pour lui. Il me l'a rendu sympathique. Okay. En fait, c'est ça, je disais, tu sais, tantôt, j'étais comme, je sais pas s'il va en parler de comment il était une merde sur ce tournage-là, mais là, je suis comme, en tout cas, il a l'air, en tout cas, en ce moment, il a l'air vraiment smart. Genre, il serait au Comic-Con, j'irais y dire allô. Là. Il l'était, puis il l'était pendant qu'il était malade. Oui, mais le nôtre? Oui, celui de Montréal. Oui, Cliff du Comic-Con avait dit qu'il avait un problème. Il n'est pas rentré dans les détails à l'époque, mais il a dit qu'il avait des problèmes de santé. Donc, c'est ça. Je l'ai manqué. Il reviendra. Il reviendra sous forme de POG. Bon, mais on se laisse là-dessus, messieurs, dames. On vous dit à la semaine prochaine. Puis, en attendant, si ça vous tente, puis vous voulez pas être tout il faut pas être trop décris non plus. Là. Allez écouter Val. Ça donne la chance. Ça donne la chance. Ouais. OK. Bye-bye. Prenez soin de vous. Bye. Ciao, ciao. Allez vous faire vacciner. Là. Arrêtez de niaiser. Pour vous autres et pour les autres. Bye.